Amis de la résistance, bonsoir. Et il en faut de la résistance. Je vous le dis, oui, alors. Je vous le dis, il en faut de la résistance. Dans l'état actuel. Ça va, ma petite Vivi? Ça va, en courant. Mais vous êtes remise? Je suis remise des embouteillages tout de suite, là. Moi et ma femme, comme disent les gens bien élevés, on est ratatinés. Rincés, lessivés, nettoyés complètement. Après dimanche? Oh là 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 là. Oh là là. Quelle cohue! C'était beau, non? Vite-vous la cohue? Oui, je la vis, je l'ai vécue. J'ai la main droite qui ressemble à une énorme saucisse de Strasbourg. Ouais. Et du coup, vous en plaignez Chirac qui aime tant les séances de chez Cande? Il y avait presque autant de monde qu'à Saint-Nicolas. Vous êtes déjà allé à Saint-Nicolas, monsieur l'abbé? Assez rarement, moi, parce que le dimanche, je suis souvent très occupé. Vous êtes occupé, ah ouais? Et rarement à Saint-Nicolas. C'est le jour où vous travaillez? Voilà, c'est le seul jour où les curés travaillent, donc... Eh ben, il y avait un trèpe. Je ne vous dis que ça. Et voilà. Non, c'était bien. Hein. Ah, c'était très très réussi. Ça aurait été mieux à la campagne, quand même. Hein, on aurait fait une petite garden party. Moi, je voulais pas croire qu'il y avait de la climatisation. Tellement il y avait de monde. Mais le soir... Quand il restait encore du monde, mais que c'était plus la grosse cohue, on sentait qu'il y avait de la climatisation. C'est là qu'on a tous attrapé des rhumes. Oui. C'était bien. Il y avait beaucoup d'écrivains. Il y avait beaucoup. C'est formidable, quoi. Et puis il y avait surtout un public fantastique. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Il y avait nos auditeurs. Et nos auditeurs, c'est quand même les meilleurs. Il y a un monsieur qui m'a photographié avec un appareil informatique. Ouais, et numérique. Numérique, oui. Et ce matin, sur mon émail, j'ai trouvé ma photographie. Ça m'a fait drôle. Hein. Courriel. Mon courriel, oui, c'est vrai. Si vous voulez parler, il faut parler dans le micro. Voilà. Et même tout près. Voilà. Donc, merci à tous les auditeurs, lecteurs, qui sont venus nous voir. C'était vraiment très chaleureux, ils étaient gentils. Oh là là, le plaisir. Les gens m'ont apporté des sandwichs, des morceaux de gâteau, des bouteilles de vin. Il fallait faire la queue pour les gâteaux. C'est surtout ça qu'il faut noter. C'était bien, non? C'était gentil, très bien. Voilà, donc merci à tous, c'était formidable. À l'année prochaine. Mais d'abord, au mois de novembre, le 7 novembre, on fait le dîner. Au mois de novembre, le dîner, non. Pourquoi vous venez pas au dîner? Parce que je ne sors pas le soir. Je suis une dame rangée. Pauvre cocotte. Je ne sors plus le soir. Elle a peur d'être Je suis noctambule, mais je ne le suis plus. Elle a peur d'être agressée par un bel Hidalgo. Quoique les Hidalgos, en ce moment, c'est Hidalgo du Sud, quoi, carrément du Sud. Bien. Alors, monsieur l'abbé, vous n'êtes pas venu me parler de ça, mais justement, moi, je vais vous en parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du troisième secret de Fatima là? Quelle abistrouille, quelle carambouille, quelle embrodaine ils nous ont encore raconté avec ça? Alors bon, officiellement, je dis bien officiellement, moi j'ai ici les articles de la Croix, donc c'est un peu plus sérieux, un peu plus authentique. Alors là, c'est et garanti sur facture. Garanti sur facture. Donc dans la Croix, journal vraiment très sérieux, donc il nous explique que donc le pape a canonisé, béatifié les deux petits bergers non-voyants. Jusqu'à présent, c'est vrai. Voilà, jusqu'à présent, c'est vrai. Donc, ce sont ces deux nouveaux bienheureux. Je rappelle qu'un très beau livre... Jacinta et Francisco. Un très beau livre de Clovis en parle, qui s'appelle Fatima, tout simplement, et qui est paru il n'y a pas longtemps. Oui, un très joli petit livre. J'en profite pour la vie de ces enfants qui viennent d'être béatifiés. Et à l'issue de cette béatification, le cardinal Sodano, qui est donc le premier ministre... secrétaire d'État, c'est l'équivalent du Premier ministre. C'est le Jospin de Jean-Paul. Donc le politicien, normalement le pape est le spirituel et le secrétaire d'État, c'est le politicien. Et le politicien est comme monté... en France, quoi. Voilà. C'est Chirac et le spirituel. Voilà, c'est ça. Et donc le cardinal Sodano est intervenu et a remercié le pape donc pour le jubilé, pour un certain nombre de choses, puisque c'est tout près de son anniversaire, je crois. Et puis il a déclaré que le troisième secret allait être révélé, donc allait être publié par la Congrégation de la doctrine de la foi dans un temps non déterminé, dont on pense qu'il s'agit de quelques semaines. Donc pour l'instant, il n'est pas publié.
Et il a quand même dit que, en fait, il a commencé à noyer le poisson, quoi. Il dit, vous voyez, en fait, on peut pas vraiment dire. D'ailleurs, les événements sont finis. Voilà, on ne peut pas vraiment le comprendre. C'est tout ça. C'est surtout la lutte contre les systèmes athées, donc contre le communisme, etc. Donc, bref, on sait pas trop, etc. Et d'ailleurs, on voit tout de suite que la Croix se félicite. Le troisième secret ne disait pas un danger pour la foi. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Je crois que personne n'a lu, pourtant il est imprimé dans Présent, il est imprimé dans la Croix, je crois que personne n'a lu le texte du cardinal Sodano. Personne. Ouais. Parce que le cardinal Sodano, il dit exactement le contraire de ce que les médias ont raconté. Ah, mais bien sûr. Exactement le contraire. Et j'en ai fait une analyse de texte particulièrement fine dans le prochain numéro du Libre Journal, 4 places France Litz, qui sortira demain. Ah, je crois que c'était le prix, ça. 4 places France Litz. Oui, je crois que c'était une nouvelle monnaie. Non, ça change tellement les monnaies que... Le prix, c'est 700 francs l'abonnement. Mais on ne va pas vendre un abonnement pour un article. Si vous voulez l'article, c'est 30 francs. Pas pour vous, monsieur l'abbé, puisque pour les abbés, c'est gratos. Mais effectivement, donc d'abord, il n'est pas publié. Donc tout le monde a dit le troisième secret est publié. Il n'est pas publié encore. Il sera publié, et nous dit le cardinal Sodano, avec un commentaire qui sera de la congrégation de la doctrine de la foi. Le commentaire approprié de la congrégation de la doctrine de la foi. Et voilà, il a donné quelques éléments, mais il n'a pas dit que c'était tout le secret. Et voilà. Moi, je crois qu'il a confirmé. Moi, j'ai lu son texte, et pour moi, son texte, ça confirme d'une façon voilée qu'il s'agit bien de l'apostasie dans l'Église. Parce que quand il dit, par exemple, surtout les systèmes athées, quand il dit surtout, ça veut dire pas seulement. Voilà. Donc, il y a les systèmes athées. Les systèmes athées, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a des journalistes qui ont déjà dit, mais le système athée, c'est le communisme et le nazisme. C'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que s'il avait voulu désigner le nazisme et le communisme, il n'aurait pas dit système athée, il aurait dit régime totalitaire. Et d'autre part, en ce qui concerne le nazisme, il n'aurait pas pu dire système athée, puisque le nazisme n'était pas athée. Un régime qui a sur ses étendards Gott mit uns, on ne peut pas le traiter de régime athée. On peut le traiter de ce qu'on veut, mais pas de régime athée. Donc ça va pas. Et le Sodano, il dit, il n'est pas idiot, quoi. Quand il dit un mot écrit dans un communiqué, c'est pesé avec des valences de haute précision. Donc c'est pas ça qu'il désigne. Il désigne le régime communiste et il désigne la maçonnerie. C'est pour ça qu'il parle de système athée, parce qu'autrement, il dirait des régimes athées ou des philosophies athées. Mais le communisme n'est pas une philosophie et la maçonnerie n'est pas un régime politique. Et d'autre part, s'il dit surtout athée, c'est également parce que ce secret parle de systèmes qui ne sont pas athées et qui sont des ennemis de l'Église, c'est-à-dire le judaïsme et l'islamisme. C'est pour ça que c'est si intéressant, cette histoire. Et qui ont infiltré des gens. Alors, depuis le début du siècle, il y a des gens qui sont infiltrés dans l'Église et qui ont atteint les plus hauts degrés de l'Église à l'intérieur pour foutre l'Église en l'air. Tisserand, par exemple, qui était à l'évidence un agent soviétique. Piasecki, le protecteur de Pax, qui était un agent soviétique, un agent du KGB, on le sait maintenant de façon certaine. Des gens comme Budini, qui était franc-maçon, on le sait aussi de façon certaine, puisqu'il a été chassé du Vatican, a été envoyé en exil en Iran. Mais la nouvelle messe qu'il a inventée, elle est toujours appliquée. Elle n'est pas en Iran, malheureusement. Elle n'est pas qu'en Iran. Elle n'est même probablement pas du tout en Iran. Au moins, les Iraniens, ils ont un avantage sur nous, c'est qu'on ne leur dit pas la nouvelle messe. Donc c'est un texte qui est d'une importance énorme, le texte de Sodano. Voilà, mais je crois qu'il faut... alors, comme d'habitude, les journalistes n'ont rien compris. Mais rien de chez rien est fils. C'est pas possible d'être abruti à ce point-là. Cette hypnose... Mais un truc qui me fait rigoler, c'est tous les journalistes qui parlent du troisième secret. Je suis absolument certain qu'ils seraient infoutus de dire quels sont les deux premiers. Voilà, ça. Donc la Croix, qui est quand même un peu religieuse, les cite les deux premiers secrets, bien sûr. Elle donne les deux... ce qu'ils appellent la première partie du message de Fatima, donc les deux secrets concernant l'arrivée de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et puis la persécution communiste et la consécration à la Russie, enfin tout ce qui concerne... la première guerre mondiale. Non, puisque c'est le message de 1917. Vous voyez ce que je te dis, la première partie du message, vous voyez, la guerre va finir, mais si on ne cesse pas de fendre sans Dieu, sous le pape Pie XII, en commencera une autre pire. Voilà. Donc, en 17, il a dit sous le pape Pie XII. Le pape Pie XI, sous le pape Pie XI, excusez-moi. Non, c'est moi qui lis mal. Hein. La Croix est mieux informée que moi, puisque la Croix dit bien Pie XI. Hein. Moi, je veux bien qu'on se livre à toutes les fantaisies chronologiques, mais il faut pas le dire.
En soi, la Seconde Guerre mondiale a éclaté sous Pie XII, puisque Pie XII a été nommé juste au début de la guerre mondiale. Oui, j'entends bien, mais je pense pas que les enfants de Fatima aient dit sous le pape Pie XII. Le secret, Vierge s'est dit à Fatima. Le secret dirait sous le pape Pie XI, ou sous le pape Pie XI, d'après ce qui est entre guillemets quand même. Donc là, j'ai pas le texte. Alors ça, c'est vraiment la prophétie la plus stupéfiante que j'ai jamais entendue. En tout cas, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur le secret de Fatima. Il reste une chose, c'est que cette espèce d'opération qui est faite pour déconsidérer l'Église, c'est une opération de dérision. Elle néglige totalement un détail, et ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'aucun catholique, aucun prêtre de l'Église conciliaire, aucun prélat de l'Église conciliaire n'ait rappelé ça. C'est qu'il y a eu un événement à Fatima dont les témoins n'ont pas été 3 enfants, 3 bambins. Il y a 70 000 personnes qui ont assisté à la danse du soleil. La danse du soleil, donc c'est quand même une chose. Ça, quand même, c'est quelque chose. 70 000 témoins, dont des athées complets. Des vieux francs-macs, des ennemis de l'Église et tout. Il faut rappeler qu'à l'époque, au Portugal, le président de la République, qui s'appelait Bernardino Luís Machado, était président de la République du Portugal et grand maître de la Grande Loge du Portugal. Il faut effectivement c'était un régime maçonnique à 200%. Voilà, Fatima nous rappelle, comme vous disiez, ces régimes maçonniques, le Portugal, l'Espagne, le Mexique, qui ont été des grands régimes maçonniques violemment persécuteurs de l'Église. Et donc ça, c'est effectivement ces systèmes athées qui n'étaient pas communistes à proprement parler, mais qui sont violemment antichrétiens et qui l'ont manifesté par des persécutions. À Fatima, il y avait des dignitaires du régime maçonnique qui étaient des francs-maçons de haut grade. Il y avait des gendarmes, il y avait des officiers de gendarmerie, il y avait des paysans, il y avait des médecins, il y avait des savants, il y avait des gosses, des vieillards, des femmes, tout, absolument tout. 70 000. Dans un rayon de 50 km autour de Fatima, autour de la Covadiria, ils ont vu la danse du soleil. Et ils ont assisté à ce phénomène extraordinaire, qu'ils ont été trempés par la pluie pendant des heures, et au bout de quelques minutes de danse du soleil, ils étaient absolument secs. Ça, c'est des phénomènes qui ne sont pas contestables. 70 000 témoins, il n'y a pas 70 000 témoins pour d'autres événements historiques avec lesquels on nous rebat les oreilles un petit peu vigoureusement ces temps-ci. Je ne préciserai pas plus avant pour des raisons que vous comprendrez aisément, mais je voudrais bien qu'on me sorte 70 000 témoins. Ça n'existe pas. Tandis que là, il y a 70 000 témoins. Et le résultat pratique, qui a effectivement, le Portugal a été donc soumis à une grosse persécution anti-religieuse, et la revivification de la foi au Portugal est exceptionnelle. Et elle ne peut venir qu'un certain nombre de gens qui disaient aux autres, moi je l'ai vu, il n'y a rien à faire. On ne me sortira pas ça de la tête, et ça impressionne quand même. De fil en aiguille, ça a quand même impressionné beaucoup les Portugais. Ouais. Vous savez ce que la Vierge a dit, en fait, à Fatima? Elle a dit, vous devriez vous méfier parce qu'à force de faire des bêtises, vous allez avoir un dictateur. Et elle a dit, gare, Salazar. Voilà, c'est bien, je sais pas si c'est absolument authentique. Vous le croyez? Je crains que ça ne soit pas absolument authentique. Vous écoutez Radio Courtoisie, où en ce moment Serge de Bécatch reçoit... Non. Ah bon, enfin... L'un n'empêche pas l'autre. Il dit quelques bêtises, mais il reçoit Monsieur l'abbé Cellier. D'accord. Ah, vous êtes l'abbé Cellier? Ah, mais je suis content. Donc, j'ai bien fait de vous inviter. Alors, quelqu'un me le demande, c'est pour ça que je vous le dis. Ben, c'est gentil, non, parce que d'un seul coup, Victoria se sentait obligée de me dire que un message. Donc, vous parlez pas du tout de Fatima dans le dernier numéro de Fidélité. Vous avez complètement raté votre coup. Voilà, on a complètement raté notre coup, effectivement, puisque on attendait. Nous, on a publié un livre, qui s'appelle Fatima. Donc, on a quand même parlé de Fatima, mais pas dans Fidélité. On attendait effectivement les événements. On va en parler dans le prochain. Comme on est un bimestriel, on n'est pas un décadaire, un très bon décadaire. Merci, je ne donnerai pas le nom comme Libre Journal, mais on parle après les événements quand il faut attendre les faits. Non, nous venons de sortir le dernier numéro de Fidélité, numéro 135 de mai, et on parle donc de la repentance et du voyage du pape en Palestine occupée, n'est-ce pas? Donc ça c'est des événements récents, importants. Donc qu'en est-il de cette grande cérémonie du 12 mars sur la repentance? Qu'est-ce qu'il en est du voyage en Palestine, avec glissé dans le mur dit des lamentations, etc., ce qu'il a glissé. Donc on fait le point là-dessus. On fait également le point sur les indulgences, puisqu'on est dans l'année du jubilé, pour préparer le pèlerinage à Rome, puisqu'avec la fraternité Saint-Pédis organise, et toute la tradition catholique organise un grand pèlerinage à Rome en août 2000.
pardon de vous couper, mais à propos d'indulgence, j'ai entendu dire, mais je voudrais que vous me le confirmiez, si vous le savez, que Monseigneur Lustiger avait accordé à l'abbé Bouchacourt la possibilité de faire dire le rosaire à Saint-Sulpice le lundi de l'Ascension. C'est vrai ça ? Donc, c'est pas Monseigneur Lustiger, c'est un de ses auxiliaires, mais enfin, peu importe, ça vient de l'épiscopat de Paris. Donc, l'abbé Bouchacourt est allé demander que les fidèles catholiques puissent venir prier dans une église, ce qui est relativement dangereux, mais en péril. Ça pourrait donner des mauvaises habitudes dans le quartier. Et donc, effectivement, il a été convenu que les catholiques de Saint-Nicolas du Chardonnay iraient prier dans une église indulgenciée, en l'occurrence l'église Saint-Sulpice, et si mes informations sont exactes, c'est le jeudi de l'Ascension après-midi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà, lundi, le jeudi de l'Ascension après-midi. Le lundi de l'Ascension, c'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà, ça vient de sortir. Et donc il y aura effectivement, tous les catholiques sont invités à pouvoir aller prier là en groupe, puisque vous savez qu'il faut une prière collective, donc sous la direction de M. l'abbé Bouchacourt, prier pour gagner l'indulgence. À 15h, c'est ça ? Oui, ça doit être quelque chose comme ça. À l'église, à la grande église Saint-Sulpice, parce qu'il y aura suffisamment de monde pour la remplir. Amis traditionnistes, profitons-en, parce que c'est pas souvent qu'on va rentrer à Saint-Sulpice avec l'autorisation de l'évêché. Voilà, on peut y rentrer comme ça, mais là, ça sera en procession, disons. Encore constitué une procession en soutane avec oriflamme. Voilà. Maillet battant. Non, pas maillet battant, c'est autre chose. Voilà, donc ça, c'est le dernier numéro de Fidélitaire. Il y a aussi. Pourquoi vers Rome, d'ailleurs ? Pourquoi vous l'avez intitulé vers Rome, puisqu'on parle du pèlerinage, du pèlerinage que la fraternité fera à Rome, donc en août, et on annonce ce pèlerinage, on le prépare, on en donne les indications, etc. Comme dit le sous-titre, gagner au pied des apôtres les indulgences du salut. Donc on peut déjà les gagner pour les gens de Paris. Le jeudi de l'Ascension, mais évidemment, le grand pèlerinage sera en août à Rome même. Donc, à Rome, le jubilé. Et puis, donc, ça, c'est le dernier numéro de Fidélitaire, le numéro 135. Et puis, nous venons de sortir deux ouvrages. Un de notre ami Daniel Raffard de Brienne, qui s'appelle Odile d'Alsace, et qui donc est tout simplement la vie de Sainte Odile, la grande patronne de l'Alsace. Il me l'a même pas envoyé. Il vous le donne par main. Raffard, alors que c'est un des collaborateurs les plus brillants du Livre Journal. Et puis de Dominique Paladil. Bon, tout le monde connaît M. Raffard de Brienne. Dominique Paladil aussi. Voilà, Dominique Paladil, donc c'est un auteur qui écrit chez Perrin d'excellents livres sur les Cathares, les routes Cathares, etc. Et qui s'est essayé un petit livre qui s'appelle Chevalier de légende, et qui revisite, pour les plus jeunes, pour les jeunes, qui revisite les chansons de geste. Charlemagne, Roland, Berthaud Grandpied, etc. Toutes ces belles histoires qui sont revisitées par Dominique Paladil avec toute sa compétence historique et puis son style avec beaucoup d'allant, d'alacrité. C'est très agréable. À partir de 12 ans. Voilà. C'est joli. Vous faites des jolis petits livres. Voilà. Ça c'est Mathieu. Le Lys d'or. Ça c'est Mathieu, celui qui dessine Agathe et Louis. Et ça, c'est un dessinateur nouveau, qui a un certain âge, mais c'est la première fois qu'il dessine pour nous, qui s'appelle Kieffer, Charlie Kieffer, qui fait bien sûr. Voilà, des jolies choses. C'est un ami de Guy Le Hideux, etc. Oui. Donc, on peut se procurer tout ça. La revue Fidélitaire, le numéro 135, qui vient de sortir, donc, et les deux livres de Daniel Raffard de Brienne, Odile d'Alsace, et puis de Dominique Paladil, Chevalier de légende. On peut se procurer par correspondance à Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes-Cedex. Donc Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes-Cedex. Numéro de téléphone, c'est le 01 69 78 30 23. 01 69 78 30 23. Et on peut se trouver ça dans toutes les bonnes librairies, mais en particulier à la librairie Saint-Nicolas, donc 6 rue du Petit Pont, dans le 5e, tout à côté du métro Notre-Dame. Et je signale que Dominique Paladil, donc pour le livre Chevalier de légende, et Dominique Raffard de Brienne pour le livre Odile d'Alsace, signeront leurs ouvrages, ces ouvrages-là, puis tous leurs autres ouvrages, le samedi 20 mai, donc samedi qui arrive, de 14h à 19h, à la librairie Saint-Nicolas, donc toujours, qui n'a pas bougé depuis 2 secondes, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e. Donc si vous avez déjà lu tout ce que vous avez acheté dimanche, samedi, vous allez à... Ah oui, parce que c'était pas dimanche. Donc là, c'est un état de manque tout à fait gravissime. Il faut recommencer, voilà. Donc Odile d'Alsace. Odile d'Alsace de Daniel Raffard de Brienne et Chevalier de légende de Dominique Paladil et tout ça. Et puis alors pour les parents, le numéro de Fidélitaire. Pour les parents et même pour les plus grands. Vous voulez pas me le donner, le numéro de Fidélitaire? Vous le recevez, mais je peux vous en donner un. Parce que je le revends après. Voilà. Donc pour ceux qui veulent l'acheter, on peut l'acheter à la librairie Saint-Nicolas, 6 rue du Petit Pont
dans le 5e, ceux qui veulent acheter un numéro pour voir ce que c'est que Fidélitaire et découvrir que c'est très bien. Et pour ceux qui ont découvert déjà que c'était très bien, on peut s'abonner. Donc c'est 215 francs l'abonnement annuel. Et c'est donc par correspondance à Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes Cedex. Et je redonne le numéro de téléphone 01 69 78 30 23. Voilà. Merci, monsieur l'abbé Bellemare. Pardon. Voilà. Grégoire Sellier. Parce que quand il fait ça, me fait penser à téléachat. Voilà, je peux dire, c'est extraordinaire. Ce produit est extraordinaire. Tenez, je vous rends Fidélitaire quand même, puisque je le reçois. Merci bien. Et puis, au mois prochain, puisque vous aurez encore de nouvelles aventures à nous. Oui, dans 2 mois. Dans 2 mois. Oui, c'est un bimestriel. Donc, je viens présenter les numéros. Enfin, peut-être qu'il y aura tellement de production entre-temps qu'il faudra que je vienne dégorger un petit peu ici. Alors, commentaire d'auditeur, Sœur Lucie a toujours dit que le troisième secret devait être révélé en 1960, moment du Concile Vatican II, et elle a précisé que tout le secret était contenu dans les chapitres 8 à 13 de l'Apocalypse, c'est-à-dire hérésie et apostasie dans l'Église. Pourquoi ce silence étrange et coupable des papes depuis cette date? Eh bien, cher auditeur, vous lirez la réponse dans le Libre Journal. Parce que effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est ces 40 ans de non-publication et brutalement cette publication. Voilà. Un auditeur demande quel est le sens du dépôt de l'anneau pontifical qu'a fait Jean-Paul II à Fatima. N'y voit-on pas un rapprochement avec le livre Le Dernier Pape, présenté par Serge de Bécatch il y a 1 an ou 2? C'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai lu cette information, parce que Le Dernier Pape commence par l'élection d'un pape qui est un gauchiste fou, par conséquent, si vous me passez le pléonasme, et qui enlève son anneau et il le brise solennellement pour montrer la rupture avec le rôle de chef spirituel, même spirituel de l'Église. Et quand j'ai vu le pape déposer son anneau, je me suis dit c'est curieux parce que ça évoque ça. Ça évoque un abandon c'est l'anneau de Saint-Pierre, enfin, ça évoque un abandon de souveraineté. Oui, mais je pense pas que ça soit ça. Ce qui a vraiment été l'abandon de souveraineté, c'est l'abandon de la tiare par Paul VI. Ça, c'était vraiment un signe symbolique. Là, il l'a fait, semble-t-il, assez discrètement. Je pense plutôt que c'est un hommage à la Vierge de Fatima, il me semble. Hein. Je l'interpréterais plutôt comme ça. Je trouve toute cette histoire, je vous dirais, quitte à passer pour un méchant, je trouve que ça manque de goût extraordinaire. L'histoire de faire enchasser la balle dans la couronne de la Sainte Vierge, c'est pas absolument essentiel. Non, enfin bon, c'est vrai que ça se rapproche des ex-voto où on suspendait les béquilles aussi. Donc c'est pas. Oui, mais on les enchassait pas dans les. Non, ça c'est vrai. On faisait pas une couronne de béquilles à la Sainte Vierge de Lourdes, à Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Enfin bon, après tout, c'est du détail. Le troisième secret, nous dit une auditrice, est la conversion de la Russie au catholicisme. Qu'en savez-vous? J'en sais, madame, que ça n'est pas le troisième secret. C'est la demande de Notre-Dame qui avait demandé, non pas la conversion de la Russie, mais la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Et elle avait dit, si on fait ça, la Russie se convertira. Voilà. Effectivement, il y avait le secret était lié effectivement à une conversion de la Russie. La consécration n'a pas vraiment été faite. Enfin, tout ça est confus. Voilà, on n'y voit pas très clair. Il y avait une question, l'invité, monsieur l'abbé, peut-il faire le point sur la situation officielle de Monseigneur Gaillot? Il paraît qu'il aurait été, il a été reçu en grande pompe, si j'ose dire, et il aurait été réintégré dans ses fonctions. Non, il n'a pas été réintégré dans ses fonctions. Il y a eu une sorte de réconciliation avec la conférence épiscopale française qui a, semble-t-il, admis son apostolat qui est marginal, puisque vous savez qu'il est dans un squat, il s'occupe de tous les marginaux, etc. Donc, en gros, bien que ça soit pas encore remonté au niveau romain, en gros, Monseigneur Gaillot, après quelques années de pénitence, est réintégré. Il n'a pas un poste, je dirais, un diocèse. Il n'a pas un diocèse classique, mais enfin, je dirais, on passe l'éponge et on efface. Bien entendu, on ne parle pas d'un autre évêque qui, pour l'instant, n'est pas réintégré. Je précise, donc Monseigneur Lefebvre, lui, n'est pas réintégré. Il y a assez peu de chances pour qu'il le soit avant longtemps. Enfin, il a été réintégré dans le meilleur diocèse qui soit. Voilà, c'est ça. Celui du grand patron. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Merci encore. Eh bien, mon cher Alexandre Chabani, si vous voulez prendre place parmi nous, messieurs, à moins que vous ayez, messieurs, un commentaire à faire, une réflexion, une protestation, vous voulez pas dire des choses désagréables à monsieur l'abbé Sellier. En probabilité, il est là. Non? Bon. Alors, je reçois ensuite, autour de cette table se trouve maintenant Alexandre Chabanais, que je viens de nommer,
monsieur René Féjean et monsieur Kevin Lone, qui sont membres fondateurs de Démocratie Directe. Alors on va voir tout à l'heure ce que c'est. Et puis monsieur Philippe Steens et monsieur Alexandre Lauro. Non, je le dis comme ça parce que je ne veux pas qu'on confonde avec le dessinateur, qui sont, l'un, Philippe Stein, représente un syndicat de policiers municipaux, et monsieur Lauro représente, lui, l'association des amis des polices municipales et nationales. Voilà. Et donc tout ça va nous amener probablement à évoquer des questions aussi surprenantes que l'immigration, et un autre aspect de la vie quotidienne qui n'a strictement rien à voir avec l'immigration, on est bien d'accord là-dessus, qui est l'insécurité, en banlieue notamment, la souveraineté française, et puis l'organisation, on en a déjà parlé plusieurs fois, d'un référendum sur l'immigration et l'intégration au mois de septembre prochain, à l'initiative d'Alexandre Chabanis et du Front de Libération Nationale, le FLN, très joliment nommé. Alexandre, vous étiez, samedi, moi j'ai fait faux bond pour des raisons personnelles, voilà, après tout, j'étais pas là, c'est tout. Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez causé dans le poste, finalement, parce qu'on avait lancé une sorte d'appel Ah non. Je n'ai pas parlé. Bon, ce n'est pas grave, je me rattraperai la prochaine fois, je parlerai plus longtemps. Ça, je vous fais confiance. Je viens de voir d'ailleurs Monsieur Lambert, c'est pour ça que je suis un peu en retard, vous m'excusez. Je viens de voir Monsieur Lambert, je fais un exposé des buts et de la structure que nous sommes en train de mettre en place, parce qu'en effet, ce n'est pas une initiative qui va s'arrêter, je pense qu'on va aller à la constituante, il faut le dire maintenant. Et on voit la peur, panique que prennent les politiques. Ils veulent nous faire un référendum, grand débat politique, savoir qui va être maître de Paris, qui va durer 5 ans, ça va durer 7 ans. En fait, c'est une véritable pantomime auquel nous assistons. Et je crois que c'est la fuite en avant. Mais c'est rigolo. Et oui, une pantomime. Quand les hommes politiques se ridiculisent, il faut être content. Et voilà, moi je suis très content. Et cette réforme en trompe-l'œil nous emmène à notre véritable référendum. Et je crois que nous allons donc, je crois, prendre le pouvoir. Et pour le prendre. Non, allez-y, terminez votre phrase parce que pour prendre le pouvoir, il faut, je le préciserai de manière structurelle, il faut s'engager à fond dans cette action, ne pas se retourner, ne pas dire mais, si, mais... Il n'y a pas de mais, comme on dit dans les légendes. Si, non, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si, demain tu seras un homme mon fils, d'accord, parce qu'il y a une proposition derrière, demain tu seras un homme mon fils, d'accord, le si, demain tu seras un homme, mais les autres si, non, si, mais, non, il faut arrêter, le mais de monsieur Giscard d'Estaing, il n'y a pas de mais non, il n'y a pas de mais oui, on y va, on se retourne pas. Je viens de l'exposer à la Voix des Français. Je leur ai exposé que nous avons besoin de toutes les structures existantes, associatives. Les souverainistes, j'attends qu'ils nous donnent signe de vie, parce que je pense que toutes ces associations doivent emmener la constituante. C'est là, on ne doit pas obéir. Alors attendez, on va en parler tout à l'heure de ça. Donc, ce que je voulais savoir, c'est ce que vous avez pensé de la manif, enfin, quel sentiment vous avez éprouvé à la manif de samedi? Elle est constante. Il n'y avait pas plus de monde que la dernière fois. Le discours est un discours de constat. Il n'y a pas d'appel à une véritable mobilisation. On a fait des constats que nous connaissons tous. La mobilisation, on sort un peu de ces manifestations un peu sans mot d'ordre. Donc moi je dis il faut structurer une action, il faut penser une action, il faut aller au-delà des manifestations. On va en parler. Alors on nous a demandé de lire un communiqué d'annoncer une manifestation. C'est pour demander l'extradition et la condamnation à la peine maximale de Sid Ahmed Rezala. Quelle que soit la décision du tribunal portugais, le mouvement national républicain organise une manifestation en présence de Franck Timmermans et de Martin Pelletier
le mercredi 17 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, à 19h, c'est-à-dire dans une demi-heure, devant le ministère de la Justice, 13 place Vendôme, Paris 1er. Il faut remarquer quand même que c'est la première fois qu'un mouvement nationaliste réclame l'immigration d'un Algérien. Non, l'immigration, parce que pour l'instant, il est au Portugal. Alors, il dit, non, il ne doit pas rester au Portugal, il faut qu'il vienne en France. Bon, alors d'accord, moi je veux bien, mais enfin, vous ne trouvez pas qu'on en a assez? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en faire venir un de plus? D'autant que c'est probablement peut-être, possiblement un soi-disant présumé assassin. Faut prendre des précautions énormes, là. Oui, mais enfin, là où il dit que c'est scandaleux que M. Rezala, qui a déjà fait en France l'objet de 19 procédures judiciaires, notamment pour viol de mineurs, n'ait pas immédiatement été déchu de sa nationalité et expulsé en Algérie, son pays d'origine, après avoir purgé ses peines initiales. D'accord, moi je veux bien, mais enfin, pour l'instant, il est au Portugal, il y a qu'à le laisser. Moi, ça me gêne pas s'il est en prison au Portugal. Je crois qu'il y a un non, problème ils veulent pas le garder en prison, ils veulent le libérer. Attendez, non mais attends. Si les Portugais ont envie d'avoir un fauve dément qui se balade dans leur pays... Mais il ne va pas rester chez eux, il va revenir chez nous, c'est là qu'il se plaît. Eh ben alors on l'arrêtera à ce moment-là, puis on le mettra en prison, puis voilà. Il y a quand même un problème de fond qui est beaucoup plus grave que celui-ci, c'est que ce type crée des crimes de sang, et qu'en fait, on négocie pour savoir s'il va avoir une peine plus grande ou plus petite. C'est ça le fond du problème. Le vrai fond du problème, c'est que monsieur Ahmed Rezala est un homosexuel prostitué qui a eu des clients qui le protègent aujourd'hui parce qu'ils occupent des situations qui leur permettent de le protéger. Voilà la vérité. Et personne ne vous dira jamais ça, mais c'est évident que c'est ça la vérité. Et il y a des gars qui fondent dans leur froc littéralement à l'idée que ce tueur pourrait rentrer et dire au cours du procès, mais attendez, moi, j'ai couché moyennant finance avec monsieur Untel, avec monsieur Untel et avec monsieur Untel. Et si vous voulez envoyer des gens en prison et tout, je vais ouvrir mon four. Voilà ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas de lui. Et ils trouvent qu'il est très 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 bien au Portugal. Et les petits copains portugais, de toute façon, ils disent à leurs petits copains parisiens, parce que tout ça c'est une mafia. Mais cher ami, on va s'arranger très très bien. Vous inquiétez pas, on va le garder chez nous. Parce que chez nous, il n'a pas de clients. Voilà, c'est tout. Chez nous, il n'a pas de clients. Disent les Portugais. Chez nous, il n'a pas eu le temps de se faire une clientèle. Au Portugal, il risque pas de dénoncer un ministre ou un magistrat ou un haut fonctionnaire portugais pour les choses que je viens d'évoquer avec la discrétion qui m'est coutumière. Personne ne le saura jamais. Voilà ce que je voulais dire. Donc, Monsieur Féjean, Monsieur Féjean, vous représentez avec Monsieur Laune Démocratie Directe. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que Démocratie Directe? C'est une association, c'est un parti politique, c'est un mouvement, c'est une secte, Non, c'est le contraire d'une secte. C'est un mouvement politique. Parlez dans le micro. C'est un mouvement politique qui a pour but, littéralement, de répudier tous les partis politiques constitués actuellement en France. Et de façon à permettre aux citoyens parlez bien on vous entend pas. Voilà. D'assumer eux-mêmes leur propre destin en dehors des appareils politiques. Alors on peut vous donner la définition de la démocratie directe. Qu'est-ce qu'il y a, ma cocotte? Excusez-moi, parce que je suis juste en face du monsieur qui ne parle pas dans le micro. Vraiment, si vous ne parlez pas dans le micro, on ne vous entend pas. Il faut vraiment... Voilà, dans le micro, pas en biais. Voilà. Donc, en gros, si je comprends bien, vous dites au parti politique, barrez-vous, c'est nous qu'on prend la place. Bien sûr, parce qu'ils ont fait la preuve de leur impuissance et de leur inefficacité jusqu'à présent, qu'ils soient de droite comme de gauche. Mais peut-être serait-il utile qu'on vous donne la définition de la démocratie directe. Voilà, faites donc ça. Kevin. Je vais vous la donner. Donc la définition de la démocratie directe telle que nous la concevons dans notre mouvement. Donc je cite, système authentiquement démocratique qui permet à chaque citoyen, au nom du bien commun et quelle que soit sa position sociale, d'exercer pleinement, sans l'intermédiaire des appareils politiques, sa légitime souveraineté en participant directement aux décisions qui le concernent. C'est ce qui se passe en ce moment, soi-disant, non ? Soi-disant. Mais qu'est-ce que vous allez changer pour que ça devienne vrai ? On détourne habilement l'article 3 de la Constitution qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, et puis ensuite qu'il exerce par ses représentants, ou par voie de référendum. Donc nous voulons installer le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire que chaque citoyen peut participer directement par des propositions et par son action de décision à tout projet qui émane des citoyens, des Françaises et des Français. Vous partez du principe que d'avoir à peu près
500 imbéciles ou escrocs dans une assemblée nationale, c'est pas suffisant. Il faut multiplier les 500 par 10 000 ou 100 000 pour avoir 50 millions d'imbéciles et d'escrocs qui vont décider des destinées de leur pays, quoi. C'est ça, en gros. Non, c'est... Ça revient à ça. Les citoyens... Quand vous voyez le résultat qu'on obtient avec des milliers de parlementaires, sénateurs, députés, élus locaux, etc. Quand vous voyez les brillants résultats qu'on obtient, vous vous dites, en bonne logique, si on multiplie le nombre des gens qui ouvrent leur four dans ces histoires par 1000, on va multiplier les conneries par 1000. C'est mathématique, ça, quand même. Faut pas croire qu'en multipliant les gens, on va réduire les bêtises. Ça marche pas. On ne va pas multiplier les gens au niveau des responsabilités, comme vous le soulignez, au niveau des députés qui ont le pouvoir de décider pour... Enfin, vous disiez tout à l'heure, 577 députés décident de la politique pour 60 millions d'habitants. J'ai dit d'ailleurs 500 escrocs, alors qu'il y a 577 députés, ce qui prouve qu'ils ne sont pas tous malhonnêtes. Hein. Voilà, il y a au moins 77 qui ne le seraient pas d'après vous. Bah oui, absolument. J'ai pas la liste, mais tous peuvent considérer qu'ils en font partie. Donc ce que nous voulons, c'est mettre en place le référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que vous et moi, nous pourrons... à travers des institutions citoyennes, nous permettre de mener à bien un référendum d'initiative populaire par un certain nombre de pétitionnaires qui seraient de l'ordre de 5 à 10%, mais ça, c'est à déterminer. Mais ça va marcher comment techniquement, cette affaire ? C'est-à-dire, parce que moi j'ai des idées de référendum, Chabanis qui est là, il a une idée de référendum. Bien voilà. Au-delà, on va au-delà du référendum. Oui, bien sûr, maintenant ça va plus loin, mais au début, c'est parti d'une idée de référendum. Moi, je ferais bien des référendums, par exemple, sur des tas de choses qui m'intéressent. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, mais ça veut dire qu'on va passer sa vie... Oui, monsieur... Oui, je crois que les partis politiques représentent les Français dans leur totalité. Ce sont des groupes qui sont très sectaires par définition, ils ont une tonalité politique, et à travers cette tonalité politique, ils gèrent la totalité de la France en fonction de cette appartenance politique. Et ça, c'est un petit peu regrettable. On prétend qu'ils sont dans un régime démocratique, alors qu'en fait, la démocratie actuelle n'existe pas en tant que telle. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Nous avons des élections tous les 5, 6 ou 7 ans. Et l'instantané de la démocratie, c'est un instant fugace. Il ne dure que 3 secondes. Le temps où vous déposez votre bulletin dans l'urne. Et après, pendant 5, 6 ou 7 ans, vous devenez les otages des partis politiques. Ils font ce qu'ils veulent, on ne peut pas les répudier, on ne peut pas les contrôler. Alors dans les processus de démocratie directe, la personne qui ne suit pas le programme, la personne qui a failli dans son travail est répudiée directement parce qu'il n'a pas satisfait précisément à son travail. Ce qui est complètement pas le cas dans les partis politiques actuels. Vous savez bien que cet aspect du fonctionnement démocratique, ça a été la première décision qu'a prise les assemblées, la Constituante, ça a été la suppression du mandat électif. Je crois que c'est la première décision qui a été prise. C'est-à-dire, ces gars, on dit à leurs électeurs, maintenant que vous nous avez élus, on fait ce qu'on veut. Et si vous n'êtes pas content, vous allez vous faire brosser. Donc, ça veut dire que c'est absolument intrinsèque, c'est connaturel à la République, ce système. Le système du mandat non impératif, c'est connaturel à la République. C'est-à-dire que la République, c'est un système qui consiste à faire croire à des gens qui sont détenteurs de la souveraineté nationale et qu'ils sont incapables d'exercer cette souveraineté par eux-mêmes, et par conséquent, il faut qu'ils délèguent à d'autres, qui, aussitôt investis de cette délégation, se dépêchent de faire ce qu'ils veulent, sans tenir aucun compte de la volonté de leur mandant. Mais c'est vrai, mais nous infantilisons continuellement la société française et tous les Français. Comment voulez-vous qu'ils s'assument si vous leur donnez pas le moyen de s'assumer ? Et la démocratie directe leur permet à tous les niveaux, que ce soit au niveau communal, départemental, régional ou au niveau national, d'assumer leurs propres responsabilités. Et ce qui est grave, dans le système européen, c'est vraiment encore plus scandaleux, puisque nous avons 15 fonctionnaires qui sont non élus, qui imposent leur volonté à 300 millions de personnes. Alors jusqu'où va-t-on aller comme ça ? Ils ne sont pas élus du peuple. Ah non, ils ne sont pas élus, ils sont pas élus du peuple, ils ne sont pas légitimés. Par le peuple. Ils ne sont pas élus. Et ils imposent leur volonté à 300 millions de personnes. Oui, en fait, je pense que ce que vous voulez dire d'une autre manière, c'est qu'il faut modifier le sens du vote. C'est-à-dire que quand on parle de démocratie directe, il faut savoir pourquoi et pour qui est fait le vote. Quand on voit monsieur Trichet mis en accusation et le silence des médias, c'est la même affaire que Rezala, alors que monsieur Trichet était le candidat
de la cohabitation. Il a violé des dames dans le train, non? Oui, il a violé beaucoup plus que ça. Il en a violé des millions de Français. Eh bien, il y a un silence terrible. Donc la démocratie directe, c'est aussi des interrogations que devraient se poser les parlementaires et le président de la République sur l'homme qu'ils voulaient mettre à la tête de la Banque centrale européenne. La démocratie directe ne fonctionnant plus, le peuple s'étant vu retirer son pouvoir de décision, sa souveraineté, le vote des étrangers le démontre. Ce que vous dites, en fait, c'est modifier le sens du vote et donc le profil du vote. Non, c'est pas ça. C'est pas modifier, c'est attribuer le pouvoir. C'est le vote. Aux citoyens et non pas aux représentants politiques. Je veux bien qu'on instaure un débat, j'aime pas trop ça parce que je suis pas démocrate, mais je m'efface, mais simplement soyez gentils de prendre la parole l'un après l'autre. Monsieur Deveketch, nous sommes pas non plus nous-mêmes démocrates, bien que nous appartenons à démocratie directe, parce que la démocratie auquel vous faites allusion, nous la répudions aussi. C'est une démocratie dite représentative, c'est pas une démocratie participative. Nous sommes toujours l'objet de condamnations, de décisions de la part de pontifes ou de fonctionnaires, nous les subissons et nous ne pouvons pas réagir. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Je crois que tout le monde autour de cette table ne peut qu'être d'accord, sauf Chabanis qui n'est jamais d'accord avec personne. Si, je suis d'accord, mais moi j'y apporte un correctif, voilà. C'est le vote qui va déterminer, c'est la notion, c'est ce qu'on mettra dans la bouteille vote qui déterminera la démocratie directe. Mais je crois que vous êtes tout à fait d'accord. Voilà. Nous sommes d'accord. Donc il faut bien parler du vote. Bien sûr. Alors, je vous le rappelle, et puis on reviendra au problème de souveraineté, quand nous appelons, aux États généraux du peuple français, c'est pour que ce principe de vote soit redéfini, et nous allons aller à la Constitution, et nous disons pourquoi le peuple français, à l'heure actuelle, peut convoquer les États généraux. Il peut convoquer les États généraux simplement parce que la souveraineté en 1789 a été transmise au peuple. Le peuple aujourd'hui se voit retirer par le vote des étrangers sa citoyenneté française. Donc tous citoyens français, des millions de citoyens français sont appelés à reprendre leur citoyenneté par les États généraux. Et quand je dis les 3 démarches juridiques qui sous-entendent que l'on peut réunir les conditions d'un référendum sont celles-ci. 1, à l'initiative du président de la République. 2, à l'initiative de l'Assemblée. Et 3, quand l'article 3 de la Constitution est violé, l'appel par des citoyens français, je vais le lire par des citoyens français, c'est mon communiqué numéro 5, l'appel par des citoyens français aux États généraux du peuple français, du fait que sa souveraineté a été transférée au peuple français en 1789 et non aux partis, le peuple délègue sa souveraineté, mais n'autorise pas, les partis à la céder, hors les traités et sous principe de réciprocité. Ça, c'est ce qui existe. C'est parce que, à l'initiative du peuple français en application de l'article 3, c'est une initiative dite de démocratie directe, a pour avantage d'être fondée sur la réalité de la citoyenneté française. Son mode d'emploi est guidé par l'histoire. Il se décompose comme suit. Car la citoyenneté française ne vient pas en 1751, elle existe avant. Elle se transforme par un système républicain, peu importe, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, c'est le cœur même du dispositif de 1749 qui est mis à mal parce qu'on dit on vous retire aujourd'hui, après vous avoir retirer une souveraineté, ça c'est un autre débat, débat historique. On vous dit aujourd'hui par le vote des étrangers, on vous retire votre citoyenneté française. Alors si nous concevons qu'on nous retire notre citoyenneté française, on a l'appel au peuple et on appelle au référendum. Mais ce qui veut dire qu'on a l'appel directement maintenant à la constituante. Les États généraux, c'est la constituante. Et on sortira la nouvelle constitution des États généraux. Monsieur Féjean. La démocratie directe propose la 6e République, parce que la 5e a été faite par un personnage qu'on appelle De Gaulle. Elle a été faite, taillée sur mesure pour un homme historique qui avait besoin de pouvoir exorbitant à son époque. Mais maintenant, par tradition, on a retransmis son pouvoir au gouvernement et nous subissons précisément des véritables dictatures qui sont inadmissibles. On va beaucoup plus loin. C'est la notion d'État-parti que je dénonçais pour une constitution. Mais je crois que vous êtes tout à fait d'accord. Oui. Vous dénoncez je donne une pratique d'action. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec c'est une très bonne idée parce que ça peut affiner. Je pense qu'une démarche globale, en fait, c'est une démarche globale. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. On peut répondre par une démarche globale de démocratie directe à une démocratie indirecte telle qu'on nous l'affirme aujourd'hui, qui de plus en plus. Prenez le principe, par exemple, des avocats. Les avocats sont le corps intermédiaire, je vous l'avais dit, au moment d'Amsterdam, au moment de la Révolution de 1789, le corps le plus important, c'est le corps des avocats. Mais aujourd'hui, les avocats sont majoritaires partout. Et ils sont le corps intermédiaire dans la déliquescence générale. C'est eux qui tirent. On le voit dans l'affaire. On voit Dumas, on voit tous ces grands personnes, Badinter, c'est eux qui tirent les ficelles.
Donc, on a une décomposition du suffrage direct. On a pour quel que soit le suffrage, je ne regarde pas s'il est bon ou mauvais, je dis quel que soit le suffrage, on a une décomposition de la prise directe de responsabilité du citoyen, tel qu'il soit, que ce soit le résident. Et on va revenir, si vous voulez, à ce projet de loi qu'il faut bien expliquer pourquoi nous allons à la constituante et pourquoi la démocratie directe aidera à cette constituante en participant aux États généraux, avec certainement, dans le cadre de la démocratie directe, participer à une commission dans laquelle où ils travailleront sur la Constitution et les questions référendaires. Parce que nous devons sortir des États généraux les questions référendaires liées à la Constituante. Nous allons créer la Constituante. Moi, il y a une question que je voudrais poser à l'un et à l'autre, c'est est-ce que vous avez une explication à apporter à ce phénomène qui est quand même extravagant ? Ça fait maintenant 2 siècles, bien 2 siècles bien sonnés que la République est en place, avec quelques interruptions bien heureuses. Mais pendant tout ce temps, il y a eu une assemblée qu'on appelle législative. Il y a eu un corps législatif. Et ça fait 200 ans, pour faire court, que ce corps législatif, tous les jours que Dieu fait, accumule les textes de loi. Texte de loi sur texte de loi, texte de loi. Alors, d'abord, est-ce que ça va s'arrêter un jour ? Et comment est-ce qu'on peut continuer à accumuler des textes de loi ? Pourquoi ? Sinon, parce que c'est la seule justification de l'exercice de l'existence de ces parasites, et que le jour où ils arrêteront de faire des lois, on leur dira, écoutez, si vous faites comme Horatius Cocles, vous rentrez chez vous, fin du discours. Maintenant, vous allez travailler, c'est-à-dire que vous qui êtes médecin, vous allez devenir médecin, vous qui êtes avocat, vous allez devenir avocat, vous qui êtes professeur, vous allez donner des cours dans une université, et vous qui êtes fonctionnaire, vous allez continuer à rien foutre dans la fonction publique. Mais ça, personne ne dit cette chose évidente. Il n'y a aucun métier au monde, même les moines du Moyen-Âge, les moines copistes du Moyen-Âge, ils n'ont pas copié des bouquins pendant 200 ans. Il y a un moment où un type a inventé l'imprimerie. Et il a dit, c'est fini, on arrête de copier à la main, maintenant on va imprimer. Quand est-ce qu'on va se décider à imprimer les lois ? Je veux dire, à faire une loi qui permettra, ça me paraît quand même, qui permettra de se passer de législateurs qui légifèrent à longueur de journée. Alors, votre opinion là-dessus, Monsieur Féjean ? Le fait déjà de pondre des lois d'une manière itérative, ça justifie. Je vais le noter ce mot-là. Je vous en prie. Merci. Ça justifie précisément leur pouvoir. Ils ont le pouvoir de créer des lois et de contraindre la société. Ils exercent donc un pouvoir. Mais il est vrai qu'en démocratie directe, ce pouvoir va être battu de front, tout simplement parce que le pouvoir résulte du vote des citoyens dans le milieu dans lequel ils sont implantés, que ce soit communal, départemental ou autre, ou national. Dans votre système, il n'y a plus de parlementaires. Qu'est-ce que c'est qu'un parlementaire ? Les parlementaires, c'est la colonne vertébrale scoliotique de la nation. C'est vraiment une institution un peu tordue. On se demande comment elle tient droite encore. Alors voilà un petit peu mon opinion sur la question, et je crois qu'effectivement la démocratie directe, c'est l'outil vraiment extrêmement efficace pour éviter cet abus de lois et de pouvoirs qui s'exercent par les lois qu'on pense sans arrêt. On ne sait même plus où on en est maintenant. Il y a une loi qui infirme la précédente, ça devient vraiment chaotique et ubuesque. Vous me mettez très mal à l'aise parce que moi je vous ai dit, je reçois une démocratie directe, je vais recevoir un gars plan, il va faire un grand discours de démocrate conséquent. Et vous m'avez empêché de le faire, vous me prenez au dévoté. Et alors, vous voyez, ce que j'entends, c'est des choses que même moi j'hésiterais à dire. Alors, comprenez, si vous êtes moins démocrate que moi. Vous ne savez pas que la démocratie directe est terriblement insurrectionnelle. Ça, je suis en train de m'en apercevoir. On va essayer de vous l'expliquer ultérieurement. Je vais prendre un exemple parce qu'il faut que les auditeurs comprennent. Mais pour l'instant, il n'y a pas de protestation, Victoria. Non. Le projet 20063... Attendez, si ils disent, dites à Monsieur Chabanisse d'être plus clair, parce qu'on ne comprend pas très bien. Bon, alors justement, on va être plus clair. On va prendre le projet 2063, proposition de loi dite constitutionnelle, sur le vote des étrangers. Je l'ai là sous les yeux. Et que dit le projet tendant à compléter l'article 3 ? Le verbe, c'est compléter. En fait, c'est à supprimer l'article 3. Comment a-t-on pu laisser passer ceci à l'Assemblée nationale en sachant que le projet de loi confond le résident et donne un droit de citoyenneté au résident, confusion entre le résident, c'est-à-dire la notion de sol, propriété. Tout le projet de loi, l'exposé du projet de loi est basé sur la notion de résident. Le résident se voit attribuer le droit de citoyenneté. Et l'on fait les 2 articles, dernière page, et l'on s'aperçoit qu'au lieu de définir tout de suite le projet,
la perversion qu'ont voté en pour ou en contre les députés, c'est une perversion qu'ils ont voté, c'est une loi qui n'a pas de forme constitutionnelle et qui est illégale, c'est que l'article 1er de cette loi et l'article 2 dit on va créer une loi organique pour expliquer ce qu'on supprime. Eh bien, quand une démocratie on est arrivé à voter en pour et en contre sur un projet de loi qui remet en cause l'existence même du peuple français, qui remet en cause même sa citoyenneté, qu'aucun média, qu'aucun juriste ne comprend le mécanisme dans lequel juridiquement on introduit ce peuple, il est évident que le principe de démocratie directe doit être avancé en toute légalité et légitimité, qu'on doit aller au référendum, et pour aller au référendum, on va convoquer les États généraux en tant que citoyens français, en étant très clair, ma démarche et notre démarche maintenant de milliers de Français, que comprennent bien, je t'ai donné quelques lettres de députés complètement différents, mais les dis pas parce que ça gêne les gens, du RPR, du Parti Socialiste, les gens commencent à comprendre, du FN, les gens commencent à comprendre que nous voulons garder notre citoyenneté, nous voulons l'affirmer par une nouvelle constituante, et nous allons, avant qu'ils détruisent complètement ce principe de l'article 3, de la souveraineté du peuple français, qui a quand même une grande histoire, une très grande histoire, nous allons reprendre le pouvoir avec les États généraux. Et nous définirons la constituante, en étant très clair. Alors, Chabannes dit, on va faire donc des États généraux qui vont aboutir à une constituante, et puis... Bon, ça me paraît intéressant. C'est la raison pour laquelle je reçois Alexandre Chabannes régulièrement à cette émission, parce que ça me paraît être une idée positive, ça. Mais la question que je me pose, c'est la question, comme on dit maintenant dans ce français si élégant, de la faisabilité de la chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aurait eu, supposons qu'à Paris, on réunisse, je dis supposons, qu'on réunisse 100 000 Français. Chacun porteur de 500... pétition. Il y aura donc 50 millions de Français qui diront nous on veut un référendum pour une nouvelle constituante. Enfin, on veut par la réclamation qu'on présente, le cahier de doléances. Notre cahier de doléances, c'est que nous voulons un référendum qui va fonder une nouvelle constituante. D'accord, mais techniquement, ça se passe comment? Alors, qui va recevoir l'injonction? Alors, je vais te répondre. Est-ce que vous voulez faire l'histoire ou la subir? Si vous prenez... Attendez. 1789, les États généraux se réunissent. Qui dit que va naître une constituante? Qui dit? Eh bien, moi je dis, je réunis les États généraux, puisqu'on a donné la citoyenneté aux Français. Je reprends ma citoyenneté on me l'a enlevé. Le vote des étrangers, c'est le retrait de la citoyenneté. C'est ce que j'ai dit à Millon, à Radio Courtoisie. Vous avez voté contre, vous auriez pas dû voter contre. Vous ne pouviez pas voter. Vous ne pouvez pas voter en pour et en contre le retrait de la citoyenneté française. C'est pas au pouvoir législatif. C'est un débat de société, c'est un débat médiatique, mais ce n'est pas un débat législatif. Alors, je vais répondre. Mais par les États généraux vont décider, à un moment donné, d'imposer et non pas de demander un référendum. Alors comment? Eh bien, je pense que le jour des États généraux, nous sortirons toutes les questions référendaires que se pose le peuple français, il s'en pose beaucoup, aussi bien sur la Constitution que sur la citoyenneté française. Nous sortirons dans des textes positifs, le constat négatif de la citoyenneté qui disparaît, le constat positif, c'est que la citoyenneté que nous voulons, ça c'est les constats, et les questions référendaires que le peuple français veut se voir poser. À partir de ce moment-là, quand en fin septembre, octobre, sortira ce document définitif, le lendemain nous ferons une réunion publique et nous annoncerons que nous engageons le peuple français dans cette démarche de nouvelle constituante par ce référendum. Si le pouvoir se refuse à reconsidérer, si le pouvoir se refuse à considérer l'appel du peuple français au référendum avec des questions précises, qu'elles soient 100, 30 ou 10, peu importe, à ce moment-là, nous ferons nous-mêmes le référendaum. C'est-à-dire, nous établirons un processus référendaire que le peuple français, en tant que citoyen français, nous établirons nous-mêmes la structure référendaire et nous ferons des tests référendaires dans plusieurs villes de France. Voilà une action précise. C'est-à-dire que nous avons une stratégie structurelle pour emmener ce qui détruit la démocratie directe, disons, ou ce qui détruit mon peuple et ce qui détruit ma citoyenneté, à se rendre compte que nous existons et que nous sommes encore le pouvoir en France. Nous, le peuple français, est encore le pouvoir en France.
Je comprends bien le concept, comme on dit. Ce que je comprends mal, c'est l'application du concept. Monsieur Féjol. Oui, je pense que c'est ce qu'a dit notre voisin, c'est très pertinent. Mais il faudrait sans même savoir, c'est que les politiques nous flouent littéralement. Ils se moquent de nous et de la société. Pourquoi ? Parce que dans tous les programmes politiques, il est question du référendum. Indiquez-moi le parti qui l'a appliqué jusqu'à présent. Depuis combien de temps n'a-t-on pas eu de programme politique ? Alors si on ne nous donne pas la possibilité de nous exprimer, il faut le prendre. Il propose de faire des référendums, enfin ils promettent de faire des référendums, mais ensuite il vous explique que ça n'est pas possible eu égard au fait que la Constitution interdit de faire des référendums sur des questions qui ne sont pas... Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils le disent. Je ne dis pas si c'est vrai que c'est la vérité, mais ce qui est vrai, c'est que tous les hommes politiques te disent, là-dessus, on ne peut pas faire de référendum. Quand on leur dit, il faut faire un référendum sur la peine de mort, ils disent non, c'est pas cohérent avec la Constitution. Quand on dit, il faut faire un référendum sur l'immigration, ils disent non, c'est pas cohérent avec la Constitution. C'est en réalité eux qui décident de ce qui est cohérent avec la Constitution et qui ne l'est pas. Ils ont confisqué la Constitution. Ils ont des constitutionnalistes qui, après avoir écrit comme Debré, cette Constitution l'a interprétée exactement comme ça lui plaisait. Si on lui avait demandé de chanter un fiacre à les trottinants sur l'air de la Constitution, il l'aurait fait. Donc, tout ça, je veux dire, on le sait. Et alors maintenant, je répète ma question. Matériellement, quand tu vas avoir dit, Française, nous avons réuni un certain nombre de signatures, des milliers, c'est pas les signatures qui pas en même temps. Attendez. Nous avons réuni des millions alors je sais pas quoi, de signatures, de pétitions, de tout ce que tu veux, je m'en fous. Nous avons des millions de Français qui veulent un référendum. Voilà. Et Chirac va dire, mais monsieur, vous allez vous faire foutre. Mais non. Je ne fais pas de référendum. Parce que Attends, je vais finir quand même. Premièrement, je voudrais te poser une question à toi. Humainement, t'es quoi? Tu appartiens à la cité française. Attends, stop. Moi, j'attends que le roi vienne et nous débarrasse de toutes ces cochonneries. Attends, écoute bien ce que je te dis. En attendant, je vous donne la parole. On est d'accord. Ça m'occupe. Et toi, comme tout simplement, est-ce que t'appartiens à la cité française ou tu y appartiens pas? Mais oui, bien sûr. Bon, alors, merci. T'es pas un extraterrestre. Tu voudrais bien. Attends, tu voudrais bien. Personne n'a les preuves. Bon, mais tu voudrais bien. Je sais, mais tu n'y arriveras pas. Alors moi, je voudrais que tu reviennes un peu les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 solutions. Il y a 3 possibilités, je viens de te les donner. Il y a l'initiative du président de la République. Celle-là, tu ne l'auras pas. Si, pour son quinquennat. Non. Stop, attendez. Il y a la deuxième possibilité, à l'initiative de la représentativité parlementaire. J'ai compris. Attends. Et la troisième, mais c'est ce qui va te faire ton rouleau compresseur. Est-ce que Attends, le problème de savoir, quand tu mets un gosse et qu'il marche, ou quand tu me fais monter un type dans un ring, il y a 2 solutions. Où tu lui crées des probabilités de savoir s'il va réussir ou s'il va échouer, c'est mais si, d'accord, oui, mais si, sans le messi, bien entendu. Et donc, tu te dis, comment en 1789 ont-ils pris le pouvoir? Par la force. Mais et alors? Et alors? Mais attends, la démocratie, c'était à cette époque, la démocratie directe, c'était les États généraux, oui ou non? À l'époque, la situation. La démocratie directe, si on le transpose historiquement, c'était les États généraux. Oui, mais c'est donc, entendu. Tu fais tes États généraux. Et tu verras ce qu'il en résultera. Pourquoi tu veux anticiper? Attends, il en résultera, tu en sais rien. Rien. Tu en sais rien. D'accord. Non, mais... si tu es capable de lever ton peuple maintenant, c'est comme si tu es capable de faire marcher ton enfant, sans te poser la question de ce qui va en résulter. Si tu crois que tu as la conviction de ce que tu dis, à ce moment-là, tu lèveras ton blé. Si tu n'as aucune conviction, ne pars pas au combat, reste chez toi. Attends. C'est tout. Alors maintenant, il y a 2 choses. Il y a la structure juridique, il y a la structure référendaire, il y a la démocratie directe, et puis il y a la volonté psychologique des gens. Est-ce que le Messie doit l'emporter sur la volonté, je l'ai dit tout à l'heure en Renaissance 95, la volonté de dire on se met en mouvement ensemble, on décide d'un projet ensemble, et comme on dit en sport, que le meilleur gagne. Si nous sommes les meilleurs, eh bien nous gagnerons. Maintenant, si le diable vous fait peur, eh bien n'allez pas attaquer le diable, il va vous bouffer. N'ayez pas peur du diable, attaquez-le. Si vous attaquez, au moins vous mourrez dignement, mais si vous attaquez, si vous avez peur du diable, ne l'attaquez pas. C'est tout. C'est 2 conceptions pédagogiques, psychologiques, juridiques différentes. C'est-à-dire que j'oppose. On vient de me retirer ma citoyenneté. Je veux pas savoir si c'est le roi, ou si c'est la République. Je connais mon histoire. On pourrait faire un exposé historique. D'ailleurs, tu le feras certainement dans d'autres émissions.
Mais c'est pas ça le problème qui nous est. Quand ça va monter, tu vas être forcé de revenir à l'histoire des États généraux, avec des gens plus compétents que moi qui vont expliquer l'histoire des États généraux. Mais à ce moment-là, la montée se fera, et les gens reprendront, les Français comprendront qu'ils n'ont plus aucun droit chez eux, et qu'on vient de leur retirer leur citoyenneté. À ce moment-là, ce qu'on appelle la psychologie de ce projet, la pédagogie de ce projet, c'est pas de se poser la question de ce que nous serons demain, dans le sens marxiste du terme, c'est de dire, si nous avançons, nous avons des armes juridiques, nous avons des armes politiques, nous avons des armes populaires, nous les avançons et nous allons au combat. Que ce soit la petite vieille, comme a dit Maslow, pas la petite vieille, mais alors à ce moment-là, l'homme de 89 ans qui a commandé des parachutistes, comme... Oui, parce que le colonel Maslow, comme la petite vieille, on a déjà fait... Non, mais il y a comme la petite vieille, comme le colonel Maslow, qui ont des gens qui ont des carnets d'adresses importants, vont faire vivre l'idée. Si vous ne voulez pas faire vivre l'idée, si, comme le dit un leader politique, mais a-t-il de l'argent? L'initiative est intéressante, mais... a-t-il de l'argent? Quel est le problème? Quel est le problème du CID? À chacun ses préoccupations. Revenez à vos classiques. Quel est le problème du CID quand il part tout seul? Par 500, mais par un prompt renfort, il nous a 1000 en arrivant au port. C'est vous, les artistes. Je voudrais intervenir sur l'attitude des partis politiques constitués. Eh bien, ce que je ressens, et je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie sont à peu près dans la même disposition, c'est que les carriéristes politiques ne cessent d'infantiliser les Français et de les considérer comme des veaux. C'est une citation que vous connaissez certainement. Et à cela... est-ce que les Français réagissent? Et là, attendez. Spectaculaire avec Paris. Monsieur de Bacage, laissez-moi terminer, c'est important. Moi, la question que je me suis posée en tant que clinicien, je me dis, mais comment se fait-il que les Français sont émasculés? Ils ne réagissent plus. Mais comme si la plupart du temps, nous sommes... Oui, mais bon, vous êtes l'exception, vous êtes passé à côté du sécateur. D'accord. Mais pour ce qui vous concerne, peut-être pas. La démocratie directe, je connais. Mais la plupart des gens ne réagissent pas. Ils sont passifs. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi en sont-ils arrivés là? Eh bien, l'hypothèse qu'on peut risquer, c'est simplement de dire, eh bien, nous sommes les premiers consommateurs au monde déjà de médicaments. Consommation globale de médicaments. Premier consommateur au monde de neuroleptiques, de tranquillisants, d'hypnotiques, de sédatifs divers, et tout cela. Et je crois que tous ces médicaments provoquent la sédation de la société, provoquent une véritable camisole chimique qui empêche les gens littéralement de réagir. Ils sont complètement anesthésiés et ils réagissent plus aux événements comme ils devraient le faire habituellement. Alors, il faut croire que le corps médical a un rôle, à mon avis, normatif sur le pouvoir politique actuel constitué, et cela, il faut en prendre conscience. Sans parler de la population innombrable des drogués qui se soumettent eux-mêmes à l'intoxication. Mais il y a plus simple que ça, si vous me permettez, notamment l'alimentation, sans passer par les médicaments et la drogue. À l'heure actuelle, il faut savoir, comment appelle-t-on le sucre? Le sucre est un édulcorant, ça s'appelle un édulcorant parce que ça adoucit. Et le docteur Plantet, qui vient souvent dans cette émission, m'a expliqué plusieurs fois, d'une façon scientifique, il a perdu son temps parce qu'il ne comprend rien, mais j'ai bien senti que c'était sérieux, que la surabondance de sucre ou l'omniprésence du sucre dans l'alimentation, y compris dans la viande maintenant, quand on va manger dans un fast-food, on mange de la viande sucrée, avec des salades, avec des sauces sucrées à l'intérieur. Eh bien, l'omniprésence du sucre dans les boissons, les jeunes ne boivent que des boissons sucrées maintenant, plus que ça. Ils boivent plus d'eau, uniquement des boissons sucrées. A un effet édulcorant, c'est-à-dire que les gens réagissent d'une façon adoucie, ils perdent leur caractère. En ce sens, quand vous parliez d'émasculation, vous avez raison, c'est une émasculation chimique en réalité. C'est ça. Et c'est vrai que ça fait partie, on le voit bien, la même chose avec les programmes de télévision, on voit très bien que les programmes de télévision sont conçus pour imposer une image idéale de la société, c'est-à-dire une société métissée où tout le monde s'aime, où tout le monde passe son temps à se marrer, à boire, à danser, à rire avec des jolies filles, des beaux garçons. On voit jamais de gens laids à la télévision. Mais quand on est dans la rue, on ne voit que ça. Moi, tous les matins, quand je vais dans la salle de bain, le premier truc que je vois, c'est un type affreux. Et je me dis, t'es pas dans cette société, c'est pas possible. Il y a que des gens laids. Et à la télé, on ne voit que des gens beaux. Tout ça, ça provoque des réactions de désintérêt du système. Et c'est pour ça que, sinon émasculation,
basculé, du moins, effectivement, notre peuple est tout à fait démobilisé. Et je suis désolé. Neutralisé, voilà. Et je suis désolé, je veux pas faire de peine aux gens qui eux, se sont déplacés samedi, ce que j'ai pas fait, et je m'en repens. D'autant plus qu'il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que on voit bien que une manifestation qui a été soutenue comme d'une façon à peu près constante sur Radio Courtoisie, pas seulement dans cette émission, mais à peu près dans toutes les émissions de la radio pendant longtemps, une manifestation dont les initiateurs sont venus expliquer longuement, en détail, de façon répétée, de façon itérative, vous savez, je peux le dire là ? Bien sûr. Ah la vache, formidable, qu'est-ce que je suis content. Je viens de le voler le mot, alors je le replace tout de suite. Je vous l'ai donné, vous n'avez pas de mérite. Donc, expliquer leur motivation, leurs ambitions, etc. Cette manifestation, elle a fait quoi ? Allez, soyons généreux, ne fâchons personne, 2000 personnes. Alors qu'il y aurait dû y avoir 160 000 personnes. La Radio Courtoisie est une radio qui est énormément écoutée. On le sait parce d'abord, il suffit de voir ce qui s'est passé dimanche. Dimanche, il y avait probablement 3 à 4 fois plus de personnes qu'à cette manifestation. Alors, c'est important de lire des livres, d'aller voir des auteurs, de les acheter et tout. Mais je crois que c'est plus important d'aller dans une manifestation pour exprimer la volonté du peuple français de garder sa souveraineté. Bon, les manifestations, nous en avons à longueur de semaine. Mais pas comme ça, pas des manifestations. Oui, non, mais attendez, des manifestations, si les manifestations étaient efficaces, ça se saurait. Actuellement, manifester, c'est bien parce que ça exprime la volonté d'une certaine population ou d'une catégorie sociale. Mais ce qu'il nous faut, c'est un instrument de pouvoir. Et l'instrument de pouvoir, c'est le citoyen qui en dispose. Chaque voix est un pouvoir contre le mécanisme des partis politiques constitués actuels. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Les gens, à force de déléguer leur pouvoir, finissent maintenant par devenir hébétés et ils réagissent d'une manière complètement passive à cela. Je vous ferai quand même observer une chose qui est quand même assez importante. Quand je parlais de la surmédicalisation, de la outrancière par les tranquillisants, les neuroleptiques, champions du monde toute catégorie, il faut quand même le faire. Mais il y a quand même en France 160 000 tentatives de suicide par an, dont 15 000 morts. C'est-à-dire l'équivalent d'une vie. 90% qui se ratent, ça fait beaucoup. Hein. Oui, non, mais heureusement qu'ils sont maladroits. Mais ça fait. Il y a 6 000 mineurs. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a déstructuré mentalement et on a neutralisé le comportement des gens par une longue. C'est pas les neuroleptiques, c'est pas la drogue, c'est qu'on a emmené. Non, monsieur, je peux vous dire que non. Physiquement, on a détruit. Je peux vous montrer des textes d'ailleurs. On a détruit l'instinct de conservation. Et je le pratique. Dans les sports de combat, on a détruit l'instinct de conservation des jeunes Français. On l'a détruit par un intellectualisme forcené. On a créé des concepts vides de sens. On a vidé leur mémoire culturelle. On a vidé leur intelligence pure. On a vidé leur sens de Dieu. Et cette conjugaison a emmené la neutralisation des comportements humains, qui a été voulue en 83 au niveau des politiques par l'abandon des dogmes. La droite s'est retrouvée sans dogme, puisque la gauche avait perdu le sien, et qui nous a emmené 20 ans après à la cohabitation. L'abandon des dogmes a emmené, chez une droite qui n'était pas très très engagée politiquement, a emmené l'abandon de ses propres principes. En 83, quand la gauche abandonne les dogmes, la droite est totalement neutralisée. C'est d'une intelligence remarquable. Au niveau machiavélisme, on n'a pas fait mieux. En 83, l'abandon des dogmes, c'est la neutralisation comportement des gens de droite. Et tous les hommes politiques de droite ont été neutralisés, à part quelques-uns. Alors, je voudrais donner un peu la parole aux auditeurs. D'abord, il y a une catégorie d'auditeurs que j'aime particulièrement, c'est la catégorie du donneur de leçons. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui donnions des leçons. Après tout, l'auditeur, il est, lui, dans sa radio, et il dit, pourquoi moi je ne donnerais pas des leçons aussi ? Alors, il y a une dame qui donne une leçon. Elle dit, il aurait fallu monter au créneau quand Le Pen avait le vent en poupe et qu'il entraînait des familles entières. Maintenant, on ne rassemble que des septuagénaires. Où étaient les enfants et les petits-enfants samedi ? Une manifestante venue avec ses 2 enfants, elle était la seule. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais seulement, je ne sais pas ce que cette dame faisait il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, quand Le Pen avait le vent en poupe, mais on montait déjà au créneau, on y était au créneau. Moi j'ai toujours été en poupe. Ça fait un certain temps qu'on est au créneau. Donc on n'a pas attendu, c'est comme ça, voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est bien d'être venu à la manif avec les enfants, et effectivement, c'est ce que je reproche. Nos camarades Madelin, Longuet, de Végian, pendant 4 ans, à Occident, dans toutes les actions d'eux, Occident, ce que je disais à de Rostolan d'ailleurs au cours de la manifestation, je lui ai dit, tu sais, Michel, t'as toujours été derrière moi, t'as jamais été devant moi en Occident.
Il était Occident, non? Il était Occident, Michel de Rostenant. Alors on balance maintenant. Ben non. C'est un camarade de combat. Aussi irréprochable. C'est un homme très bien. C'est un camarade de combat que j'ai emmené avec moi, derrière moi. Monsieur Chabanis ne s'est pas encore rendu compte qu'on est dans un état totalitaire où la liberté est surveillée et conditionnée. Non, il n'y aura jamais de référendum sur l'immigration puisque celle-ci est l'arme de destruction de la France et de l'Europe. Alors, c'est intéressant, c'est très intéressant. Alors, quand je dis mais si, c'est exactement le type de message avec lequel on ne peut pas gagner un combat. Parce que si on regarde le diable, et là, voilà, ce monsieur regarde le diable, et il dit, le diable est plus fort, donc je me couche. Mais si vous êtes couché, le diable, il va coucher avec vous. Hein. Alors, ne vous couchez pas. Avancez sur le diable et mangez-le. Monsieur, au lieu de dire, mais si, ils sont plus forts, c'est des méchants, c'est des salauds, c'est des bandits. Levez-vous, monsieur. Vous posez pas la question et venez avec nous aux États généraux. Toutes ces initiatives ne mèneront nulle part tant que les nationalistes ne pourront pas s'exprimer à égalité sur les autres médias. C'est donneur de leçons. Télé, radio, journaux, il faut absolument trouver le moyen de pénétrer les médias. Tout le reste est inutile. Mais merci, monsieur. Tout à fait d'accord. Alors maintenant, il faut que vous veniez nous expliquer comment on fait. Comment je fais, moi, pour faire une émission sur France Inter. En plus de l'émission sur Radio Courtoisie que je n'abandonnerai pour rien au monde. Comment fait un monsieur qui fait publier au courrier Picard le premier article que nous avons eu et d'autres sont là, d'autres sont pas parus. J'attends les fax. Comment fait ce monsieur? Il se pose pas la question de savoir si les médias sont pris. Il prend les médias. Il dit quand 200, quand 1000 lettres référendaires seront envoyées au Figaro, seront envoyées à tous les journaux régionaux, quand vous aurez la patience de répéter votre message avec le document initial, les médias parleront de vous. Mais maintenant, restez assis en disant « Ah, les médias sont les plus forts », eh bien, vous n'aurez jamais les médias. Moi, je me rappelle avoir occupé le Monde à une certaine période. J'ai eu immédiatement des pages du Monde. Monsieur De Beketch, on a quelques informations à donner qui vont certainement surprendre nos auditeurs. Bon, la première chose qui est vraiment inacceptable, c'est que l'avenir de 58 millions de Français dépend d'une minorité de citoyens, 3% environ. C'est pas admissible des choses pareilles. Et voilà des statistiques nouvelles qui ont été données, et là je crois que nos auditeurs vont réagir, enfin tout au moins je l'espère. Eh bien tout d'abord, les sondages parus dans Le Monde, dans les dossiers et documents du Monde, du mois de mai. 91% des Français ne font plus confiance aux partis politiques. Il reste encore 9% d'imbéciles. Hein. Oui, non, oui, bah c'est... deux mecs qui en profitent, qui sont... Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, il faut moins les 3% dans mon palier tout à l'heure. Moins les 3%. C'est vrai, pardon. Et 73% des Français ne font plus confiance à leur Parlement. C'est un terrain propice à la démocratie directe, je pense. Enfin, moi, je ne voyais pas ça comme ça, mais... Les députés ont fait mieux que les Français. Jeudi dernier, ils ont voté un projet de loi concernant le chômage, oui, dans les dom-toms. 30 députés sur 577 étaient présents et ont voté. Donc 30 députés ont voté, soit 94,8% d'abstention. Ils ont fait mieux que les Français. Les Français font 76% dans certaines élections législatives et partielles. C'est vraiment les représentants du peuple français. Et c'est pas très gentil de dire ça parce que le jour de paye, ils sont toujours tous là. Hein. Ah ouais. Ou le jour où il y a la télé, le mercredi après-midi, en général, ils sont là. Ils sont là pour leur représentativité. Ils s'en vont à 6h pour écouter Radio Courtoisie, mais dans l'après-midi, ils sont... Voilà, c'est des chiffres intéressants. Mais merci de nous avoir donné ces preuves de l'activité citoyenne de nos élus. Je voulais aussi signaler, tout à l'heure, monsieur parlait de la constituante. Je voulais lui signaler que démocratie directe, nous avons refait entièrement la Constitution 58. Oui, mais alors là, vous faites comme ceux à qui vous reprochez... Non, c'est un projet, c'est une plateforme de travail. Si nous rencontrons monsieur demain... Mais Chabanis lui dit, il faut donner la parole aux Français, il faut que les Français... on va le faire ensemble. C'est la démocratie directe. La Constituante avec c'est des propositions. Alors attendez, pour prendre la... Vous les ferez dans la commission et les questions référendaires et constitution. Pour prendre vous participerez à la commission constitution et vous apporterez, parce que d'autres apporteront d'autres idées et on sortira la plus belle idée. Que le meilleur enfants, il faut que je fasse un aveu quand même, c'est une auditrice. Tout est de ma faute. Qui m'écrit ça, c'est ma faute à moi. C'est vrai. Monsieur De Beketch a soutenu Marignane. Voilà les résultats.
Prenez-vous-en à vous-même. Ah non, mais on est dans le débat. Tu veux que moi je l'ai écrit. C'est ce qu'on appelle le cimetière des idées. Tant que les Français vivront sur le cimetière des idées, on n'avancera pas dans iota. Le devoir de mémoire, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, mais justement, le devoir de mémoire, c'est pas le cimetière des idées. Alors question. Question. Oui, sur un plan pratique, comment ce référendum pourrait-il s'organiser si le gouvernement se refusait à le cautionner, et quelle valeur aurait-il alors? Alors, je réponds, on prendra des villes tests. Il faut bien vous rendre compte de comment ça va se passer. D'abord, les gens doivent se mettre en mouvement. 2, le jour des États généraux, il y aura une journée de commission où on travaillera studieusement et on sortira un document définitif sur les questions référendaires. Si le travail de sensibilisation est bien fait, nous serons des millions à demander ce référendum. Donc, quand nous sortirons des États généraux, le document définitif, avec l'ensemble des questions référendaires, c'est-à-dire les questions référendaires liées à la Constitution, les questions référendaires liées à l'immigration, les questions référendaires liées à la langue française, toutes ces questions seront un tout. À ce moment-là, ces millions de Français repartiront, et ces milliers de Français qui seront le jour de la deuxième réunion où nous inviterons tous les hommes publics et politiques, associatifs à venir s'exprimer sur un temps de parole qui leur sera réparti, tous les gens partiront avec ce document. Ils partiront avec quelque chose dans leur valise. Ils ne diront pas « on arrête ». Et dans ce document sera proposé le référendum dans le mois qui suit, ou dans les 2 mois qui suivront, selon la sensibilisation qu'on mettra en place à ce moment-là, sera proposé aux gens qui ont participé à l'initiative et qui vont y participer, qui continueront, sera proposé, la relance sur les parlementaires. S'il n'y a pas d'écho, à ce moment-là, nous prendrons des villes tests et nous instaurerons le principe de référendum, nous prendrons des villes tests et nous ferons des référendums. Nous avons les listes municipales, nous ferons des référendums, nous prendrons 1 ou 2 villes tests complètement différentes et nous ferons un référendum, un premier test de référendum. Nous attendrons et nous prendrons la décision, puisque nous sommes des hommes libres, puisque nous sommes citoyens français et que la Constitution nous autorise, dès l'instant où le bien commun, et ce sont les droits de l'homme, nous autorise dès l'instant où le bien commun n'est plus respecté, c'est notre bien commun, la citoyenneté duquel il s'agit, notre souveraineté, c'est notre bien commun, et bien dès l'instant où il nous permet cette initiative indépendante du pouvoir législatif ou de l'exécutif. Oui, je pourrais rebondir sur un propos de M. de Beketch qui m'a interpellé. Quelque part, oui. C'est notamment ce propos, comme vous disiez, mais on a un devoir de mémoire. Mais si vraiment on a un devoir de mémoire, on ne vote plus ni pour la gauche, ni pour la droite. Parce que entre 2 élections, la société est frappée d'amnésie. Mais bien vu, oui, bien, très bien. Je n'en dirai pas plus, mais très bien vu, voilà. Alors je continue. Nous ne sommes pas tout à fait naïfs. Il est évident que M. Chabanis a déjà préparé tous ces articles et les gens qui viendront feront de la figuration. Continuons. Ça, c'est un procès d'intention, c'est irrecevable. C'est Messi. Mais c'est pas vrai, d'ailleurs. Je peux témoigner que c'est pas vrai. Parce que là, j'ai 2 petites dames qui suis quand même en relation constante avec Chabanis. Alors, premièrement, on n'est pas forcé d'en penser que du bien, mais c'est un homme parfaitement rigoureux et honnête, et qui s'engage pour ça, pour ce pourquoi il dit qu'il s'engage. Il n'a pas d'arrière-pensée. Voilà. C'est un discours d'homme que j'entends. Nous, les femmes, nous sommes réalistes. Votre débat est surréaliste. On ne peut pas faire des États généraux avec 1% des Français qui sont dévots, et M. Chabanis est un utopiste. Ouais. Finalement, c'est toujours le même discours. Il ne faut pas le faire parce que ça marchera pas. Pourquoi ça marchera pas? Ça marchera pas parce qu'on l'a pas fait. Voilà. Mais c'est Messi. Ces gens-là vivent dans le monde freudien. Ils vont, et dans 6 mois, ils vont dire: ah, Monsieur Chirac, quand même, vous vous rendez compte, il se passe des choses terribles, et c'est de plus en plus, on est touché dans le 16e, on est touché. Vous vous rendez compte, Monsieur Chirac? Mais bien entendu, Monsieur Chirac leur répondra pas. Et ils diront: ah, mais mince, pourtant on a voté Chirac. J'ai entendu des gens ici, sur cette antenne, dire qu'ils avaient voté Chirac et qu'ils regrettaient. Mais il n'y a pas à regretter. Il y a à ce que M. Chirac a appliqué son programme sur le référendum en ce qui concerne l'éducation nationale avec M. Bayrou, où a-t-il laissé le mammouth s'amplifier dans sa position de pouvoir structurant, bloquant la société française? Oui ou non? Oui. Ils n'ont rien fait. Donc ces gens-là vont encore dire, quand on fait quelque chose, il faut dire Messi. Messi. Et voilà une qui dit: mes félicitations pour votre émission et à M. Chabanis qui a beaucoup de courage.
Et on nous dit quand même, ça c'est un monsieur, en 1789, les États généraux étaient la démocratie représentative et non la démocratie directe. Voilà. Ben, c'est pour ça que ça a raté d'ailleurs. Voilà. Monsieur Chabanis, vous devriez porter un gilet pare-balles. C'est fait. Il a une très forte musculature. Les partisans des États généraux souhaitent-ils un vote par ordre ou un vote par tête? Par ordre, bien sûr. Moi, j'y tiens absolument. Alors voilà, messieurs, merci. Bon, on recommencera ça. Ça vous a intéressé? Est-ce que le Chabanis vous a intéressé, monsieur Féjean? Mais bien sûr, il est passionné et tous les passionnés m'intéressent. Est-ce que monsieur Féjean et l'autre doivent intéresser? C'est un point de principe de la... Bon, déjà, ils commencent à s'intéresser les uns aux autres. On a des chances de réussir quelque chose. Mais me permettez-vous, monsieur de Beketch, de faire un appel à nos auditeurs? Et on nous a qualifiés quelquefois, parce que c'est tellement idyllique la démocratie directe, qu'on nous a qualifiés un petit peu d'utopistes. En fait, nous sommes terriblement réalistes, puisque nous sommes prêts pour les prochaines élections municipales. Et là, nous faisons appel à toutes les personnes dans leur commune, tous ceux qui veulent jouer un rôle pour la démocratie directe, être des représentants de la démocratie directe, ou alors simplement électeurs, eh bien, de nous appeler directement, et nous pouvons donner éventuellement, si vous nous le permettez, l'adresse et nos coordonnées. Oui, bah bien sûr, je vous y invite. Alors, l'adresse postale, DD France, 23 rue de Richelieu, 75 001, Paris. Alors, Richelieu comme adresse pour la démocratie directe, excusez-moi, ça fait pas très sérieux. Vous auriez pu vous installer avenue de la République. Hein. Enfin, donc Richelieu... Le fax. Vous voulez répéter l'adresse parce que c'est une bêtise, on va pas... DD France, 23 rue de Richelieu, 75 001, Paris. Voilà. Le fax, 01 48 35 01 03. Notre site internet. Ah, très important le site internet. Moderne. www.ddfrance.com. Le tout en minuscule, on peut répéter. Le tout en minuscule, bien sûr. ddfrance.com. C'est ça, le tout en minuscule. Voilà, ok. Bien, eh bien, merci Monsieur Féjean et Monsieur Hulot. Je vous remercie de nous nous donniez les papiers là. Oh, mais vous allez revenir parce que je vous ai découvert là. Moi, je vous dis. Donnez-moi l'adresse. Nous n'avons rien dit si encore. nos auditeurs téléphonent. Comment fonctionne la démocratie directe. Que je puisse leur répondre. Je suis très content d'avoir découvert des démocrates dans mon genre, donc ça me plaît. J'approuve l'enthousiasme de Monsieur Chabanis, mais je vous suis. Vous voyez qu'ils ne sont pas tous négatifs. Alors. Les petites dames ne sont pas toutes négatives. C'est tout pour le moment. Bon. Alors, il nous reste 5 minutes dans cette partie d'émission, mais on volera, comme d'habitude, un petit moment à Daniel Amiche, qui a beau me montrer le point. Étant donné, quand vous allez savoir, mon cher Daniel, avec qui je vais vous voler du temps, vous montrerez moi le point. Donc, monsieur Philippe Steen, vous êtes policier municipal. Affirmatif. Ah oui, ça, effectivement, ça s'entend. Alors, vous appartenez à un syndicat. Décidément, ce soir, j'aurais tout fait. J'aurais reçu des syndicalistes, des républicains, des démocrates, des gens qui veulent faire des états généraux et tout. Je suis abîmé dans le reniement. Ça ne manque pas d'initiative. C'est vrai. Enfin, alors donc, syndicaliste où? À Épinay-sous-Sénard, au syndicat indépendant de la police municipale, qui est affilié à la Fédération professionnelle indépendante de la police, plus connue sous le nom de FPIP. La FPIP, c'est nos amis de la FPIP. Eh oui. C'est bien. Enfin, je dis nos amis pour les compromettre, parce que, bien entendu, je n'ai rien à voir avec eux. Et vous, monsieur Laureau, vous êtes... Alors, vous avez un métier un titre qui est encore plus extravagant. Vous êtes membre des Amis... Non, je suis président fondateur... Des Amis de la Police. Des Amis de la Police nationale et municipale, qui est une association. C'est vraiment... Ce n'est pas un syndicat. En l'an 2000, être président fondateur des Amis de la Police, c'est extraordinaire, ça. Vous êtes tout seul, vous êtes le seul membre de votre association. Ah non. Heureusement. Ah, il y a encore des vrais Amis de la Police? Oui, tout à fait. Bon. Et donc vous êtes amis tous les deux? Exactement. C'est cette, justement, opportunité de création d'associations. Vous seriez, alors je ne vous pose pas la question à Steen, qui ne peut pas se compromettre, il est tenu par le devoir de réserve, mais vous, le côté démocratie directe, tout ça, ça vous branche, comme on dit? Je suis intéressé, oui. Ah, vous êtes intéressé. Et vous, alors je vous pose quand même la question, ça vous dirait une police dirigée par la démocratie directe? Démocratie, j'ai toujours écrit ça avec 2 S. Ah d'accord, bon. C'est bien. Bon alors, on va
parler du problème principal de la police municipale, c'est les moyens. L'utilité, est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose? Et non, vous pouvez garder ce micro et Stine peut parler dans celui-là puisque Chabanis ne parlera plus. C'est fini, il nous a quittés. Non. Oui, l'adresse. Ça me paraît difficile. Il a plus de micro, il peut pas, on l'entend pas. Donc, on va peut-être faire la coupe. C'est un peu tôt encore. Bon, pardon, je n'ose pas poser de questions pour être interrompu. Reste 2 minutes. Bon, j'avais peur d'être interrompu. Alors, quel est exactement le statut de la police municipale par rapport à la police nationale? Est-ce que vous êtes fonctionnaires municipaux? Comment ça marche? On est fonctionnaires territoriaux, comme les pompiers, comme le balayeur de la mairie, comme ça représente à peu près 800 000 agents. 800 000 Pas policiers, 800 000 agents territoriaux. Agents territoriaux. Sur ces 800 000, il y a combien de policiers municipaux en France? À peu près 13 000 et quelques. Donc c'est une véritable force. C'est en augmentation constante. Quel est Est-ce qu'il y a des villes en France où il n'y a pas de policiers municipaux? Oui, c'est pas obligatoire. C'est le maire qui décide de créer une force de police complémentaire aux forces de l'État, qu'elle soit police nationale ou gendarmerie. Est-ce que c'est plutôt des villes de gauche, des villes de droite, ou est-ce que c'est à peu près indifférent? Il n'y a pas de règle. Je connais des villes de gauche qui sont gérées, qui ont des polices municipales excellentes, des villes de droite qui ont des polices municipales lamentables, et inversement. Quand une police municipale est lamentable, c'est parce que les policiers municipaux sont lamentables? Non, c'est parce que vous avez des maires qui considèrent que leurs policiers municipaux ne sont bons qu'à surveiller les eurodateurs, alors qu'ils peuvent intervenir sur à peu près tout crime, délit ou contravention. Donc, quand vous avez une ville où vous payez une force de police qui vous verbalise dès que vous arrêtez prendre votre pain, vous les prenez pour des guignols. Et vous arrivez dans la ville d'à côté, vous brillez un feu rouge, bing, les policiers municipaux, mais vous n'avez pas le droit, etc. Et là, vous les aimez? Quand on vous dit que vous n'avez pas le droit, on est obligé de leur prouver qu'on a le droit. Alors, voilà, ça y est, maintenant on est arrivé à la coupure de 7h30, donc on reprend la parole dans 2 minutes. Bien, nous reprenons cette émission pour quelques minutes, avant de laisser la place à quelqu'un qui va enfin dire des choses intéressantes, M. Amiche, qui va nous parler du roi. Tiens, Amiche, vous avez vu que M. Stéphane Bern fait une émission sur France... Oui. France, je sais plus quoi, bon, pourquoi ça s'appelle France d'ailleurs, qui s'appelle Les Fous du Roi. Alors je demande des droits d'auteur. Faire un procès. En quoi il est pas mal, Bern. Hein, c'est plutôt sympathique, Bern. Voilà, on va faire un procès quand même. Bon, je vous fais mes petites annonces. Oui, bon, petit, alors, les têtes de liste MNR aux élections municipales. Encore le MNR? Dans les 15e, 7e et 6e arrondissements de Paris, organisent un dîner-débat avec Jean-Yves Le Gallou, délégué général, et Daniel Simon-Pierry, maire de Marignane, le lundi 29 mai à 20h, dans un restaurant du 7e arrondissement. Prix du couvert 150 francs, réservation obligatoire, renseignements et inscriptions au 01 45 75 65 01. Je signale à ce propos, enfin pas à ce propos du tout, mais ça m'y fait penser que le 14 juin, je recevrai à ce micro Marie-France Tirbois, qui viendra faire une mise au point sur la position du Front National relativement à l'immigration. Parce qu'il semblerait qu'il y ait des malentendus. Donc on va dissiper ces malentendus-là avec Madame Marie-France Tirbois. Voilà. Ça a l'air de vous intéresser, c'est ce que je vous dis, Victoria. Mais on met des papiers sous le nez. Ah bon. Donc, je continue. Samedi prochain, 20 mai, réunion de l'association nationale Pétain-Verdun au centre Chaillot-Galliera, 28 avenue Georges V, dans le 8e. Accueil à 15h. Allocution du colonel Moinet à 16h. Pour l'honneur de l'histoire, justice pour le maréchal Pétain. Le 3e colloque de Sol Invictus aura lieu le dimanche 28 mai, de 14h30 à 18h30. Il traitera de l'Apocalypse à la parousie. Et ça se passera à Saint-Seyen, salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, à Paris 6e. On parlera un peu plus longuement la semaine prochaine. Je rappelle l'adresse où vous pouvez vous procurer la revue Fidélitaire et les livres, par correspondance à Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes-Cedex, et le téléphone 01 69 78 30 23.
Et en librairie, à la librairie Saint-Nicolas, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Téléphone 01 43 25 36 67. Oui, je voulais dire à propos du dîner le 29 mai à 20h avec le Galou et les têtes de liste MNR. Donc le prix du couvert est de 150 francs, ça se passera dans le 7e arrondissement. Réservation obligatoire, renseignement, inscription 01 45 75 65 01. Et moi je vais y aller parce que je voudrais voir la tête des têtes. La tête des têtes, c'est très bien. Je vais donc aller au dîner avec ma petite femme. Et je vous rappelle une dernière... une avant-dernière adresse. Et Chabani, si tu organises un dîner, je viendrai aussi. Hein. Une avant-dernière. Mais il se tait, il n'a pas de micro. Alors, à la démocratie directe, l'adresse de la démocratie directe, c'est 23 rue de Richelieu, Paris 1er, et le fax, c'est-à-dire la télécopie, au 01 48 35 01 03. Et l'adresse de M. Chapanis, le FLN, 34 Grande Rue, 95 000. Et il continue à parler en dehors du micro, mais c'est infernal. Hein. 34 Grande Rue, 80. Vous écouterez demain matin ce que ça fait. C'est très désagréable. 34 Grande Rue, 95 550, Bessancourt. Et le téléphone, fax, c'est le 01 30 40 03 71. J'aime mieux vous dire que dans ma classe, vous auriez été au coin, les mains sur la tête. J'allais le dire. J'allais dire Chabanis. Ah, et ben ça vous a pas amendé. Hein. Au coin, les mains sur la tête. Je rends son salut à l'auditrice de l'île de Bréa qui nous téléphone. Ça, c'est vraiment un délice. Maintenant, on reçoit des messages de toute la France, même de toute l'Europe. Et là, l'île de Bréa, qui est un des plus beaux lieux du monde, un des plus beaux endroits du monde. J'y étais il y a 15 jours. C'est un enchantement en ce moment. Exactement. Des mimosas, des millions de fleurs, pas de voiture. À l'intérieur et autour, en bateau. C'est beau comme c'est beau. Heureuse auditrice qui est à Bréa. Voilà. Bien, alors, donc nous continuons avec Philippe Steen. On était en train d'essayer de définir rapidement ce que pouvait être la police municipale par rapport à la police nationale. En fait, quel est votre statut réel ? Est-ce qu'il y a véritablement en France aujourd'hui un statut du policier municipal ? Oui, les statuts avant la loi du 15 avril 1999 étaient flous et disparates, malgré des textes qui étaient arrivés notamment en 1994. Et depuis l'adoption de cette loi, tout est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus sur des textes qui ont 60 ans, qui sont sujets à interprétation, etc. Les compétences et les moyens sont clairement définis. Mais est-ce que vous avez des droits que n'a pas le citoyen lambda ? On nous dit en France, par exemple, non-dénonciation de malfaiteurs ou quand on n'apporte pas l'aide à quelqu'un qui est agressé, on est susceptible d'être puni, ce qui constitue un droit d'intervention. Il y a un droit d'ingérence du citoyen qui constate la commission d'une infraction. Qu'est-ce que vous avez de plus que n'importe quel autre citoyen ? Ce que j'ai de plus, c'est que moi, je peux rédiger un procès verbal sur une infraction qui fera foi jusqu'à preuve du contraire. Alors qu'un citoyen lambda peut rendre compte, être témoin, etc. Il peut juste dénoncer, quoi. Il peut dénoncer, mais c'est sa parole contre la parole du contrevenant ou du délinquant. Alors que le policier est assermenté et agent de police judiciaire. Pour mon cas, je suis agent de police judiciaire adjoint, article 21. Donc ma parole est théoriquement à valeur de preuve par rapport à celle d'un simple citoyen. Vous l'avez expérimenté il n'y a pas longtemps ? Oui, il n'y a pas longtemps, oui, mais je peux en parler parce que c'est un procès public. J'avais relevé un outrage et rébellion contre une personne et j'avais comme témoin un élu de l'opposition de gauche. Un socialiste, quoi. Un socialiste. Un élu socialiste qui a témoigné que vous aviez été insulté. Voilà, qui a témoigné pour moi, qui, a priori, qui aime bien la police. Voilà. Il y en a. Donc, je remercie s'il m'écoute. Bon, on sait jamais. Et en face, l'accusé. En face, l'accusé a trouvé une femme d'origine nord-africaine pour dire le contraire, et il a été relaxé. Donc, je conclus qu'un policier plus un élu de gauche, ça suffit pas pour faire la preuve d'une infraction. Ben oui, c'est normal, je vois pas pourquoi. Parce que le parquet avait poursuivi. On ferait confiance à un élu de gauche. Le parquet
Le parquet a fait son travail, il a poursuivi. Moi, si une femme maghrébine venait me raconter le contraire d'un élu de gauche, je croirais la femme maghrébine. D'abord parce qu'elle est femme, ensuite parce qu'elle est maghrébine, donc elle est incapable de faire du mal en quoi que ce soit. Elle a forcément plus raison qu'un élu, et a fortiori qu'un élu de gauche. J'en ai eu la preuve. Donc de quoi vous plaignez-vous, au fond? Non, en fait, j'ai eu tort, pardon. C'est ma grande faute. Pourquoi vous êtes syndiqué? Quelle est la nécessité pour un policier de se syndiquer, puisque vous n'avez pas le droit de grève, vous n'avez pas le droit de manifestation? Principalement, on a créé le SIPM avec nos collègues de la police nationale, principalement pour répondre à toutes les attaques, notamment dans la presse, en dehors du Libre Journal ou des journaux comme ça, évidemment. Toutes les attaques pernicieuses. Par exemple, Serge, vous prenez toujours moult précautions pour l'éventuelle preuve de la culpabilité de Monsieur Rezala, citoyen français. Un policier qui fait quoi que ce soit, il est coupable. On l'a vu récemment avec l'affaire Doris Orangis, où le journal Le Républicain avait publié des grandes... Républicain qui est quotidien de l'Essonne, l'hebdomadaire de l'Essonne, pardon, avait publié de grandes affiches. Rissorangis, un policier perd son sang-froid, grandes affiches jaunes, gros caractère. Donc ce pauvre fonctionnaire de police était coupable d'avance. Évidemment, vous avez vu que l'affaire a capoté, plus ou moins, puisqu'il a s'avéré qu'il n'a pas porté de coups, qu'il n'a pas proféré d'injures racistes. Par contre, la personne en face est poursuivie pour outrage. Donc les médias se gênent pas pour oui, comme vous êtes policier, vous êtes considéré comme coupable. On est coupable d'avance. Mais au fond, c'est pas totalement faux, parce que le fait que vous ayez les prérogatives qu'on évoquait tout à l'heure vous rend plus responsable. C'est-à-dire qu'on est en droit d'exiger que vous gardiez mieux votre sang-froid qu'un citoyen, que vous soyez plus rigoureux, que vous soyez plus prudent, que vous soyez plus aimable, mieux élevé, etc. Donc, oui, absolument, mais si vous voulez, on a une formation quand même qui est poussée, on est plus aimable, etc. Mais quand au bout d'une demi-heure d'insultes où on vous dit, comme ce qui est arrivé à un collègue de la police nationale de Rissorangis, quand on vous dit t'es qu'un sale raciste avec ma nation dans la police, je vais te faire virer, à 4h du matin, au bout de la 3e nuit là, c'est la baffe, là. Il n'y a même pas mis de baffe. Ah bon, bah alors. Il y a eu... A priori, je peux pas juger d'une affaire qui va passer bientôt devant les instances, mais a priori, le collègue, effectivement, a haussé le ton. Ah oui, alors s'il se met à crier, c'est grave. Voilà. Et il y a la question de l'armement aussi. Ah, l'armement, oui. Est-ce qu'il faut armer les policiers municipaux? Ça, c'est un sujet délicat qui revient régulièrement. En octobre, il y a un avocat spécialiste du droit des armes qui a remis un rapport à l'Institut supérieur des hautes études de la sécurité intérieure, qui conclut à la nécessité d'armer les policiers municipaux. Il faut savoir. Il va falloir sortir blindé. Hein. Pourquoi? Je sais pas, moi je trouve qu'il y a déjà beaucoup de gens armés dans les rues, avec tous les voyous, tous les gangsters. Justement, mais eux ils ne demandent pas un port d'armes. Ah bon? Ben oui, c'est ça, je trouve qu'il vaut mieux limiter au maximum. Parce que si vous répliquez, après, c'est comme ça qu'il y a des fusillades. Tandis s'il y a juste que les gangsters qui sont armés, il n'y a pas de danger. Ah non, on se fait descendre. Sauf si vous êtes bijoutier, bien sûr. Oui, mais le problème, c'est... Bon, c'est ce que je disais dans un article dans Police Sécurité Magazine, qui est le magazine de la FPIP. Un article que j'ai intitulé « L'armement ou le cercueil ». Si beaucoup d'élus n'arment pas leurs policiers, c'est pour une simple et bonne raison. C'est que si un policier se fait descendre, ça ne risque rien. Ça fait pas grand-chose. Enfin, lui, il est mort, mais l'élu ne risque rien. L'élu ne risque rien. On va le mettre dans un cercueil avec un drapeau tricolore, on va lui donner une médaille à titre posthume, éventuellement... Qu'on fera payer à sa veuve. Oui, c'est bien possible. Oui, non, mais je vous le dis. Mais vous savez qu'il y a des élus qui vous disent carrément, je préfère que vous fassiez descendre et que j'aille annoncer ça à votre veuve plutôt que vous descendiez un délinquant. Et c'est exactement ça le problème, parce que si on descend un délinquant, il y a le feu. Donc si un jour, chaque fois qu'il y a un policier qui est tué, tous les flics du quartier descendent et foutent le feu aux voitures dans la rue, vous commencerez à être respecté. C'est presque ça, mais là on tombe dans l'anarchie. Monsieur Laureau, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à créer une association parce que je plaisantais tout à l'heure, mais enfin c'est un peu de la provocation dans l'ambiance actuelle de dire je vais faire une provocation des amis de la police municipale et nationale. Nationale et municipale. Nationale et municipale, dans l'ordre. Oui.
Pourquoi avez-vous fait ça? Eh bien, je considère que dans la situation actuelle, justement, d'insécurité grandissante, il est nécessaire que, à côté des syndicats de police qui sont à l'intérieur de la police, pour justement défendre, d'une part, les conditions d'activité professionnelle déjà, et puis toutes les questions qui ressortent au conflit extérieur dû à des agressions et autres affaires telles qu'on en voit beaucoup en ce moment. J'ai pensé qu'il était bon que les citoyens, donc extérieurs à la police, les simples citoyens, se rapprochent de la police pour lui apporter un appui moral, qu'ils ne se sentent pas seuls avec eux-mêmes et leurs collègues. En somme, c'est une forme de démocratie directe aussi. Peut-être. C'est exactement ça. Hein, je ne l'ai pas fait dans ce sens. Ouais. Et quel accueil recevez-vous d'une part auprès des citoyens, des civils, et d'autre part auprès des policiers Comment ça se passe? Vous êtes bien reçu? Alors, au niveau déjà de la municipalité de Massy, puisque l'association a été créée à Massy, j'ai reçu immédiatement l'appui écrit d'ailleurs du maire, ce qui a été très, très sympathique et réconfortant. Qui est ce et maire? Encourageant. Monsieur Vincent Delahaye. Donc, ça c'est du côté mairie. Ensuite, j'ai donc contacté la police nationale et municipale. Mais ça c'est sur le plan Massy. Plan local, oui. Plan local. Au niveau de la population, donc, on a commencé à se faire connaître, mais c'est très difficile parce que nous rencontrons le même problème que beaucoup actuellement, à savoir les gens se méfient, craignent diverses choses et ne veulent pas s'engager, tout en disant ça va très mal. C'est désolant. Ça va très mal. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de donner l'adresse à laquelle on peut vous contacter. Je crois que ce que vous faites est important. L'adresse du SNIP, je ne sais pas si c'est utile de la donner, Philippe Steens. S'il y a des jeunes, des policiers municipaux qui nous écoutent et qui veulent prendre contact avec vous, oui, vous pouvez donner l'adresse du syndicat. Syndicat indépendant de la police municipale, 8 rue Sainte-Geneviève, 91 860 Épinay-sous-Sénart. Bon, oui, répétez-la, s'il vous plaît. Syndicat indépendant de la police municipale, 8 rue Sainte-Geneviève, 91 860 Épinay-sous-Sénart. Par cœur, il l'a dit, c'est formidable. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et puis, vous reviendrez prochainement et vous nous parlerez de votre vie quotidienne. Parce que ça, là, on a parlé un peu du cadre officiel, administratif de votre statut, mais j'aimerais bien que vous nous parliez de votre vie quotidienne et de ce qui se passe, de ce dont vous êtes les témoins tous les jours dans les périphéries suburbaines. Avec grand plaisir. Vous voyez, moi aussi, je sais dire des mots compliqués. Je n'ai pas le monopole. Alors, votre association, Monsieur Leroux. Donc, son intitulé est Les Amis de la Police nationale et municipale. Donc, en sigle, ça fait APNM. Boîte postale 50, 91 302, Massy Cedex. Et il y a un téléphone au siège social qui est le 01 60 11 25 89. Je vais donc répéter. Oui, répétez. Les Amis de la Police nationale et municipale, APNM, boîte postale 50, 91 302, Massy Cedex, téléphone 01 60 11 25 89. Voilà, on va en rester là parce que je vois que les invités de Daniel Amiche sont plus nombreux que nous et ça va finir par un pugilat. Donc, je lui rends le micro. Merci de votre patience, chers auditeurs. Merci de votre présence, chers invités. Merci de votre gentillesse, cher Daniel Amiche. À la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.